L'histoire a commencé dans la ville chinoise de Shenzhen lorsqu'un enfant lumineux est né. C'était la première apparition des étranges capacités qui allaient plus tard être connues sous le nom d'Aster. Par la suite, de nombreuses personnes dotées de ces capacités sont nées et le monde s'est retrouvé rempli de super pouvoirs, avec 80% de la population mondiale possédant un alter. Une nouvelle profession a émergé, les héros. Il existait un groupe de héros agréés, utilisés par le gouvernement pour sélectionner des individus aux capacités puissantes et unitaires de servir à la communauté. Cependant, à cette époque, il existe un autre type de héros. Cette fois, les héros ne sont choisis par personne, ils agissent de leur propre initiative, et chacun a sa propre définition de la justice. Cela soulève des doutes quant à savoir si l'on peut vraiment appeler ces personnes des héros. Ce sont les gardiens qui aspirent à devenir de véritables héros, et c'est à ce moment-là que Mibble est entré au lycée. Ensuite, nous nous rendons dans une ville où un monstre géant se mêle à peur. Certaines personnes prenaient la fuite tandis que d'autres observaient la scène. Puis All Might est apparu et a rassuré tout le monde, terrassant le monstre d'un coup puissant, ce qui lui a valu l'admiration de la foule avant d'emporter le monstre. Un étudiant universitaire assistait à la scène et était stupéfait par la force d'All Might. Il s'est rendu compte qu'il était en retard pour son cours et a essayé de partir en hâte, mais il a heurté quelqu'un qui semblait être incurant. Mais Turan a exigé des excuses pour ce que l'étudiant avait fait, et l'étudiant s'est effectivement excusé, ce qui a poussé les autres à se moquer de lui en lui demandant où était sa fierté. Turan a essayé de frapper le garçon, mais celui-ci a utilisé son alter pour esquiver à temps puis il s'est mis à courir, les incitant à le poursuivre. L'alter de ce garçon était la glissade, qui nécessitait que 3 points de son corps touchent le sol pour s'activer. Nous découvrons que son nom est Kwashi et qu'il est étudiant à l'université. Certaines personnes ont félicité son alter, même ceux qui l'avaient harcelé, mais il a continué son chemin. Ensuite, une fois une fille chantait en vie, encouragée par un public enthousiaste. Cette fille, une artiste indépendante nommée Popstep, a poursuivi sa performance pendant que Kwashi allait la regarder avec la foule. Le public l'encourageait avec ferveur. Kwashi se disait qu'il espérait que la police ne remarquerait pas ce rassemblement, tout en pensant que le chant de Popstep était plutôt ordinaire, rien de vraiment spécial. Cependant, c'était sa façon de sauter et sa performance qui la faisait briller comme une perle éclatante. Puis il se rappela qu'il était en retard pour le travail et s'y dépêcha. En chemin, il réfléchissait à la façon dont les gens se soucient des apparences et sont facilement impressionnés par ce qu'ils voient. En marchant, il bissa et pensa que la vie n'était pas juste. En arrivant au travail, son responsable lui dit qu'il était en retard et qu'une partie de son salaire serait retenue. Kwashi se tenait dans le magasin lorsque les mêmes brutes que précédemment sont entrés pour chercher des ennuis. Cette fois, ils l'ont battu brutalement et l'un des voyous a affirmé que son alter s'appelait Spike, ce qui provoquait une douleur intense. Il a dit cela pendant que lui et ses amis attaquaient Kwashi sans aucune pitié. Une fois que tout fut terminé, Kwashi rentra chez lui, portant les marques de la râpée qu'il avait reçue et exprimant sa frustration en disant que la police aurait dû intervenir. Il était très en colère, déclarant qu'il en avait assez et que ce soir, il allait agir, laissant entendre qu'il avait un plan. Plus tard, Kwashi enfila un déguisement et annonça qu'il avait utilisé son alter. Il commença à aider les gens de différentes manières, allant même jusqu'à organiser la collecte des déchets. Certaines personnes le reconnurent et l'ont encouragé, lui demandant même de prendre leurs déchets une fois qu'il aurait terminé. Kwashi était heureux de leurs paroles. Après l'avoir fini, il marchait et a mentionné qu'il avait très soif quand quelqu'un lui a tendu de l'eau. À sa grande surprise, c'était Popstep, la chanteuse. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là et elle lui a répondu qu'il était celui qui parcourait la ville pour ramasser les déchets et aider les gens. Elle essaya de se souvenir de son nom, l'appelant l'homme cafard, l'un des surnoms dont on se servait pour le harceler, ce qui le mit en colère. Il était sur le point de partir quand elle fit une remarque sur son déguisement en lambeaux, disant que c'était censé être celui d'All Might. Il répondit que c'était bien celui d'All Might parce qu'il voulait lui ressembler et qu'il ferait tout pour sauver le monde, affirmant que ce n'était pas un costume en lambeaux mais plutôt un costume stylé. Elle déclara sarcastiquement que son meilleur effort consistait à ramasser des déchets, ce à quoi il répondit que chacun faisait ce qu'il pouvait. Elle continua avec « D'accord, l'homme cafard ». Il répliqua aussitôt « Maintenant, ce n'est dit ». Il s'éloigna, lui conseillant de faire attention lors des soirées pour que la police ne l'attrape pas et la remercia pour la boisson. Sentant lui déplu, ce qui l'a mis en colère. Par accident, elle heurta les brutes qui avaient frappé Kwashi et celles-ci commencèrent alors à la harceler aussi, l'appelant la fameuse fille qui chante dans la rue. Ils essayèrent de lui enlever son masque, dans l'intention de publier son visage en ligne. Pendant ce temps, Kwashi observait la scène sans réagir, se contentant de dire « Arrêtez ce que vous faites, les biens ». Je lui dis de ne pas se mêler de ça et de dégager avec sa chemise stupide. Quand il essaya de parler à nouveau, leur chef le regarda avec colère, ce qui le rendit nerveux. Il leur dit qu'ils avaient raison et qu'ils devaient partir. En s'éloignant, il vit des larmes couler sur le visage de la fille et cela le toucha. Il pensa qu'il devait faire quelque chose.
Quand il essaya d'affronter la bande, l'un d'eux l'attrapa et lui demanda ce qu'il croyait faire, espèce d'idiot, avant de le jeter plus loin. Leur chef s'approcha de lui et dit qu'il ne l'avait pas reconnu au début, mais que maintenant, oui. Personne ne t'a demandé d'intervenir, Cafard qui essaie de jouer les héros, dit-il avant de le frapper et de lui blesser le visage. Et il lui dit, on ne va pas s'arrêter là. On va te détruire, toi et ta boutique, et on s'occupera aussi de cette fille. Puis une personne étrange apparut au sommet du bâtiment. Kwashi entendit le chef de la bande lui demander pourquoi il faisait ça. La réponse fut « Parce que vous m'énervez vraiment ». La fille essaya de s'enfuir et disait qu'elle allait appeler la police, mais ils s'en fichaient et ont commencé à l'intimider. Kwashi était anéanti et le membre du gang était sur le point de s'en prendre à lui quand l'homme étrange sauta du toit et atterrit au sol, choquant tout le monde car on aurait dit qu'il était tombé dans les ordures. Il me dit « Vous parliez d'Olmec ?»« Il ne viendra pas, mais moi, je suis là. » Puis il se relevait et a dit « On dirait que mon atterrissage était embarrassant, mais ne vous inquiétez pas, j'ai juste contracté un peu mes muscles pour encaisser le choc. » Le chef du gang a essayé de lui parler, mais l'homme lui a asséné un coup dévastateur qui l'a envoyé valser. Le reste du gang, effrayé, lui a demandé qui il était et pourquoi il faisait ça. Il a répondu « Je vais vous le dire, m'appelle Kodiste et on me surnomme le vengeur des ordures. » Ensuite, il s'est approché du reste du gang et les a assommés eux aussi. Après cela, il a tiré la langue d'un des membres du gang et a dit « La couleur n'a pas changé, on dirait qu'il n'est pas l'un des leurs. » Quand il a vu la langue de l'autre personne, il a dit « Toi non plus, tu n'es pas l'un des leurs. » Il semblait qu'il cherchait un certain gang. Puis il a appelé Kwashi, qui était terrifié et n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas l'un d'eux. Kodiste répondit « Garçon, tu as du potentiel et parfois j'ai besoin d'aide. Rejoins-moi et je ferai de toi un héros. » Mais Kwashi, effrayé, répondit « Ça ne m'intéresse pas, ce genre de truc, et essaya de partir. » L'homme dit « Tu mens parce que tu portes un costume qui ressemble à celui de Mike et tu essaies bébé les gens. Comment peux-tu dire que tu ne veux pas être un héros? » Kao, CHI admit qu'il avait raison. Tu as raison, mais je ne peux pas obtenir de licence de héros avec un alter aussi nul que le mien. Kalduste répondit, de quoi tu parles? Les alters puissants et les licences n'ont rien à voir avec la vraie justice. Il continua, ce qui compte, c'est le moment où tu fais face à un danger et que tu te demandes si tu es capable de l'affronter ou non. C'est la seule question à laquelle tu dois répondre. À ce moment-là, Koshi réalisa que ce type n'avait pas de licence de héros, mais leur conversation fut interrompue par un cri de Bob Stop que le chef du gang avait pris en otage. Il vit la Kalduste barricade avec ce vide aussi. Kalduste répondit « Ne crois pas que prendre un otage m'empêchera de t'arrêter. » Le chef du gang déclara alors « Je ne la prends pas en otage. Je fais utiliser ma mater pour lui défigurer le visage. C'est la seule chose qui pourra me satisfaire. » Koshi resta là, sous le choc, repensant aux paroles de Kalduste quand, soudain, il fonça sur le chef du gang et le plaqua au sol. Kalduste saisit l'occasion et assema un coup puissant qui projeta le chef du gang au loin. Après cela, Kalduste examina aussi la langue du chef du gang et déclara « Ça ne correspond pas aux critères, mais je vais quand même vérifier leur identité, au cas où. » Il s'approcha ensuite de Koshi et dit « Je vais tout apprendre sur les héros. » Rien ne satisfait autant l'âme que de faire tomber des criminels. Koshi était sous le choc et ne savait pas quoi dire, mais il pensa en lui-même « Je ne sais pas si je dois te remercier ou m'enfuir loin de toi, mais ce que je sais, c'est que tu es bien plus dangereux que ce gang. » Ils se rendirent ensuite chez Koshi, et Kalduste commença à lire les dossiers de Koshi, ce qui le mit en colère. Il lui dit « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires. » Kalduste répondit « Ne t'inquiète pas pour ça. Pour l'instant, tu dois juste m'appeler maître. » Koshi dit « Je t'ai déjà dit que je ne deviendrai pas ton disciple, et ici c'est chez moi. Tu dois partir d'ici. » Mais Kalduste ignora et commença à fouiller dans son frigo, ce qui mit aussi Koshi en colère. Après cela, on voit les membres du gang marcher après que Kalduste les ait mis hors d'état de nuire. Leur chef voulait se venger, mais un des membres du gang dit « Il faut qu'on les évite, ce type est dangereux. » Puis quelqu'un avec une cicatrice sur le visage les arrêta et dit « On dirait que vous vous êtes fait massacrer, mais j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il tenait 3 tubes à la main. Ensuite, on voit Kalduste parler à Koshi, lui disant qu'il cherche une nouvelle drogue dangereuse qui serait pas en ville, appelée Trigger. Cette drogue réduit la force mentale, mais augmente la puissance des alpers au maximum. Une fois que les membres du gang utilisent cette drogue, ce qui augmente considérablement leur force. Il a dit « À ce rythme, les vilains seront partout et je ne peux pas rester les bras croisés. » Koshi a répondu « Mais on ne devrait pas laisser ça uniquement à la police et aux héros. » Kalduste lui a expliqué qu'il ne pouvait pas compter sur les héros et la police dans cette affaire, car les vilains qui apparaissent à cause de la drogue Trigger surgissent soudainement au milieu de la foule sans aucun avertissement, donc les super-héros et la police auront toujours un temps de retard sur ces criminels, et c'est là que nous intervenons pour nous occuper de lui et examiner leur langue. Kao Isehashi a demandé « Pourquoi leur langue ?» Kalduste a répondu « Parce que les toxicomanes qui utilisent la drogue Trigger finissent avec la langue noire comme effet secondaire. »
Kao Isehashi a alors demandé « C'est pour ça que tu regardais la langue de ces criminels ?» Cal Dusty a confirmé « Oui, et toute personne qui a la langue noire, je m'en occuperai immédiatement. J'essaierai aussi de découvrir la source de cette drogue pour pouvoir éliminer le problème à la racine. » Kao Isehashi a demandé « Tu as frappé tous ceux qui sont comme ça ?» Cal Dusty répondit « Oui, il faut s'occuper d'eux avant qu'ils ne prennent une dose de trigger. » Kao Isehashi répliqua « Je ne pense pas que quelqu'un va te nucrer sa langue aussi facilement. » Cal Dusty insista « Quiconque nous soupçonne, on s'en occupera tout de suite. » Kao Isehashi, alarmé, demanda « Tu plaisantes ?» Là, la scène passa rapidement à Cal Dusty et Kao Isehashi en train de poursuivre des criminels. Il semblait qu'ils ne plaisantaient pas du tout. Au cours de leur aventure, ils rencontrèrent Bob Step, qui les informa qu'il cherchait des toxicomanes. Bob remercia Cal Dusty pour ce qu'il avait fait la veille, puis demanda à Kao Isehashi « Pourquoi tu aides ce type au juste ?» Kao Isehashi répondit « Si je le laisse faire ce qu'il veut, il risque de frapper n'importe qui passe. » Cal Dusty dit avec colère « Je me frappe que les suspects, exactement comme je l'ai fait avec le Dang. » Bob Step répondit « Mais cette méthode est vraiment aléatoire. Tu devrais utiliser ta tête et cibler ta recherche. » Sûrement que beaucoup de gens ont pris des photos des criminels. Elle utilisait son téléphone pour en chercher certains. À ce moment-là, Cal Dusty arrêta un homme qui marchait dans la rue et lui ordonna de tirer la langue. Kao Isehashi tenta de l'arrêter dans son geste, mais par accident, l'homme tomba au sol et quelques poupées tombèrent de son sac. Cal Dusty déclara « Un adulte qui se promène avec des poupées d'enfants? C'est clairement suspect. » L'homme affirma alors qu'il travaillait dans le commerce de jouets et Kao Isehashi essaya de le défendre, mais cela ne servit à rien. Cal Dusty attrapa l'homme et s'apprêtait à le mépriser quand soudain, le professeur Ezawa apparut et arrêta Cal Dusty en disant « La violence n'est pas permise. » Le professeur Ezawa demanda alors à Cal Dusty « Tu fais partie de ces dîners ?» Kao Isehashi et Bob Step furent choqués d'apprendre que Razorhead était un héros officiel et que Cal Dusty cherchait à se battre avec lui. Kao Isehashi et Bob Step avaient peur que Razorhead pense qu'ils étaient les méchants, alors ils essayèrent d'expliquer qu'ils n'avaient rien à voir avec Cal Dusty. Ensuite, un combat féroce éclata entre Cal Dusty et Razorhead. Cal Dusty attaqua Razorhead et réussit à le toucher, mais cela n'eut aucun effet sur Razorhead. Razorhead riposta alors en frappant Cal Dusty, ce qui le projeta en arrière. Bob Step dit « Je crois qu'il y a un problème » et Kao Isehashi fit remarquer que c'était un gros combat, mais Cal Dusty ne cessa pas d'attaquer et fonça de nouveau sur Razorhead. Razorhead riposta aussi et frappa encore Cal Dusty, mais cela n'eut aucun effet sur lui. Cal Dusty réussit à attraper Razorhead, mais celui-ci se libéra et s'envola haut dans les airs. Malgré tout, Cal Dusty n'abandonna pas et attaqua encore une fois Razorhead. Razorhead et Cal Dusty continuèrent à se battre, et finalement un homme s'approcha. Bob Step fit remarquer que cet homme lui semblait familier de dos et mentionna que, lorsqu'elle regardait plus tôt, il apparaissait partout où il y avait des méchants. Elle pensa qu'il pourrait savoir quelque chose. Bob Step s'envola pour l'attraper et demanda à Kao Isehashi de le poursuivre aussi. Kao Isehashi se mit à courir après lui en criant « Viens ici que je puisse t'examiner ». Pendant qu'il poursuivait l'homme, les méchants revinrent vers eux et l'un d'eux déclara qu'il était temps de régler les comptes de la nuit dernière. Ensuite, on est passé au combat entre Cal Dusty et Razorhead, où Cal Dusty demanda à Razorhead « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens fatigué ?» Razorhead répondit « Je te présente mes excuses. J'avais tort, et il n'y a rien qui me donnerait de t'arrêter. » Il ramassa ses affaires par terre et dit à Cal Dusty « Je pense que tu es un méchant. » Cal Dusty répondit qu'il entendait ça souvent. Razorhead s'excusa de nouveau et commença à partir. Après cela, Razorhead pensa en lui-même « Je pense qu'il est fort parce que le pouvoir d'effacement ne l'a pas affecté, mais ça ne le rend pas moins suspect et je devrais le signaler à la police. » Ensuite, on est passé à Kao Isehashi qui fuyait les méchants. L'homme au couteau qui le poursuivait a dit « Tu ne pourras pas m'échapper cette première fois » et a bondi sur lui, mais Kwashi a esquivé son attaque. Lorsqu'il a recommencé à bouger, l'homme de feu l'attendait et a dit « Je suis par ici ». Mais Cal Dusty est arrivé derrière l'homme de feu et lui a asséné un coup. Ensuite, il a lancé une pierre sur l'homme au couteau et a demandé à Kwashi où est la fille. Kwashi a répondu « Elle poursuit l'employé de bureau ». Ils se sont dirigés vers elle, mais l'homme au couteau a essayé de les suivre. Cependant, Razorhead est apparu et l'a maîtrisé, lui disant qu'il était lui aussi un méchant. Ensuite, on est passé à Bob Step, qui poursuivait l'employé de bureau. Lorsqu'elle était sur le point de l'attraper, le dragon maléfique est apparu et l'a frappé, la projetant contre l'employé de bureau, ce qui lui a fait lâcher son sac. L'employé de bureau a ressenti une profonde tristesse pour ses figurines, puis il en a ouvert une et s'est injecté son contenu. Après cela, il se transformait en géant et a attrapé Bob Step. Ensuite, il a saisi le dragon maléfique et a commencé à les déplacer à travers la ville, ce qui a effrayé beaucoup de gens. Puis Cal Dusty est apparu et a frappé le géant, mais Cal Dusty est tombé au sol à cause du morceau du trou qu'il avait fait voler plus tôt. Après cela,
Le géant est tombé, ce qui a fait glisser Bob Step des mains du géant, et elle a failli s'écraser au sol. Mais Quashi s'est précipité vers elle, a grimpé au mur et a pris de la hauteur, la rattrapant en plein vol, ce qui lui a permis d'utiliser son pouvoir spécial de saut. Cependant, Quashi ne pouvait plus utiliser son talent et a failli tomber au sol. Mais le monstre a essayé de l'attraper. Quashi a profité du bras du monstre, qui a ralenti sa chute. Il s'est jeté sur un tas d'ordures pour éviter de se blesser. Après cela, le monstre a failli lui marcher dessus, mais Razorhead est soudainement apparu et a effacé les pouvoirs du géant de l'employé de bureau, le ramenant à son état normal, et a dit « Il a effacé ses pouvoirs de géant. Après cela, il a rétréci et nous allons l'attraper. » Ensuite, la police a arrêté les méchants et Kalister est rentré chez lui. Mais Razorhead est venu le voir et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Kalister a répondu « Je suis un citoyen important et je dois aider Léo. » Razorhead lui a dit que le jeu d'enfant auquel il jouait les exposerait au danger. Kalister répondit qu'il faisait des choses que les super-héros ne pouvaient pas faire, et il expliqua à Razorhead que ces méchants capturés pouvaient être neutralisés avant qu'ils ne fassent quelque chose de mal. Razorhead lui dit « Toute agression envers quelqu'un qui n'a pas commis de crime fera de toi le criminel. » Kalister dit « Cette logique est bonne. Mais tu paraît qu'on ne peut accuser quelqu'un qu'après que l'acte a été commis. » Razorhead répondit « Donc, il est plus facile de demander pardon que de demander la permission. » Kalister dit « Tu as bébé faux, comme les autres personnages maléfiques. » Kalister répondit « On me l'a déjà dit », puis il partit. Nous sommes ensuite passés à Bob Step et Quashi, qui demanda à Quashi comment il allait. Il a dit qu'il allait bien mais se sentait un peu fatigué, qu'il ne devrait intervenir que dans ce qu'il connaissait et que ses combats lui donnaient l'impression d'être une sorte de héros, car il finissait par tomber et pensait qu'il pourrait mourir. Bob Step lui a dit que tout cela était agaçant et qu'il devrait éviter de s'attarder sur les petits détails. Elle voulait le remercier, mais après cette contrariété, elle ne va pas passer. Après cela, Kalister s'est approché et a dit à Quashi « Je vais te dire pourquoi tu es tombé. » Il lui a dit de sauter plus loin que ça et que tout dépendait de l'atterrissage. Il a ajouté « C'est super que tu aies réussi à m'imiter en atterrissant sur les sacs poubelles, mais il y a encore beaucoup à apprendre. » Quashi l'a dit à Kalister « Tu m'as dit que je n'étais pas ton élève. » Kalister a répondu « C'est toi qui m'as appelé professeur. » Quashi a dit « C'était un lapsus et te dire professeur était lourd à prononcer. » Kalister a répondu « C'est une autre raison. Ce qu'il dit ou ressent, c'est simplement la vérité. » Il lui a dit « Découvre océan. » Quashi a demandé « Ce n'est pas un peu un argument de contrôle, ça ?» Après cela, Bob Step s'est déplacé vers un endroit où deux super-héros se battaient un contre l'autre, et elle a regardé le combat tout en faisant son rapport à Quashi. Quashi se souvint de son passé. Lorsque Kalister lui avait dit qu'il avait quelque chose pour lui qui lui plairait, il lui avait donné cet équipement en lui expliquant que c'était comme faire du vélo et qu'il y avait aussi un gilet pare-balles à porter sous sa veste, puis qu'il pourrait aller aussi vite qu'il le voudrait. Après cela, il s'est approché des super-héros, mais il a raté son atterrissage, ce qui a fait tomber sur des sacs poubelles. Il se rappela les paroles de Kalister qui lui disaient qu'il devait changer de nom. Quashi leur dit que son nom était le Crowley. Les êtres extraordinaires lui demandèrent « Tu n'es pas le gentil gars sympa ?» Quashi répondit « Non, je suis le Crowley. » Ensuite, Quashi leur demanda d'arrêter de se battre entre eux, mais ils n'apprécièrent pas ce qu'ils disaient et lui lancèrent un coup de poing. Après cela, Kalister arriva et les attaqua pour les frapper, mais Quashi l'arrêta en disant que ce n'était pas nécessaire. Kalister lui répondit que frapper était la solution la plus rapide avec ce genre de personnes et que ça le faisait se sentir mieux. Quashi lui dit « Tu ne peux pas frapper quelqu'un juste pour tes propres sentiments. » Kalister demanda « Pourquoi pas ?» Après cela, Bob Step sauta vers eux et demanda aux êtres extraordinaires « Je peux vous parler. » Cela surprit les êtres extraordinaires, qui dirent qu'ils étaient ses fans et regardaient tous ces épisodes. Elle répondit « Attendez, laissez-moi vous faire un autographe. » Et en écrivant sa signature, il ajouta « Ces deux-là derrière moi ne sont pas mauvais, mais ils sont irrespectueux. » Après cela, ils entendirent un cri qui attira leur attention. Ensuite, nous sommes passés au monstre de l'autre côté, une bête rocheuse, qui affirmait « Personne ne peut me vaincre ». Il donna un coup de poing dans le bâtiment, le détruisant, et un enfant tomba de sa poussette, manquant de peu de toucher le sol. Mais Quashi réagit rapidement et sauva l'enfant. Ensuite, Kalister attaqua le monstre et lui asséna un coup de poing, mais la bête riposta et envoya Kalister au sol. Le monstre déclara alors « Plus personne ne peut me faire de mal désormais ». Après cela, Quashi et Kalister ont foncé sur le monstre et ont uni leurs forces pour le mettre à terre. Bob Step a expliqué que ces héros essaient de stopper une drogue très répandue appelée Trigger qui pousse les gens à devenir mauvais et qu'ils se portent volontaires pour cette mission. Une fois le monstre au sol, Kalister lui a asséné quelques coups rapides, ce qui l'a éliminé. Kalister lui a dit « Tu t'es trompé de croire que ton armure fabriquée à la va-vite valait quelque chose. » Bob Step a dit à Kalister « Tu exagères toujours. »
Après que le monstre soit revenu à son état normal, Calbester a essayé de le reconnaître, mais Quashi a dit « Tu l'as frappé fort ». Nous sommes ensuite passés à la mère de l'enfant, qui a remercié Bob Stipe. Bob Stipe a répondu « Ce n'est rien » et a plaisanté avec l'enfant. Après cela, ils ont méprisé l'homme malfaisant et Calbester a demandé à Quashi de prendre une photo de la langue de l'homme. Bob Stipe a fait remarquer que toute personne qui utilise la Bob Trigger finit avec la langue noire et il a mis en garde les êtres extraordinaires de ne pas faire ça. Quashi a dit que la police arrivait et Calbester se éclipsait rapidement pendant que Bob Stipe sautait très haut. Les êtres extraordinaires ont demandé à Quashi « Qui es-tu » Quashi a répondu « Nous sommes mes super-héros », puis il est parti lui aussi. Plus tard, la police est arrivée sur le lieu du crime. L'enquêteur a déclaré « Ce criminel a la langue noire, donc je pense qu'il a utilisé la Bob Trigger. Mais pourquoi son visage est-il déformé? Je pense que quelqu'un était avec lui pendant le combat. » L'assistant de l'enquêteur a dit « C'est bien parce que ça facilite notre travail. » L'enquêteur a répondu « Nous avons des lois et personne ne doit enfreindre ces lois. » En lui disant « Je pense qu'il y a des êtres extraordinaires non autorisés impliqués dans cette affaire, mais c'est une erreur dont ils doivent prendre conscience. » Nous passons maintenant à la maison du héros, où Bob Stipe lisait les nouvelles et a mentionné que tout le monde parlait du combat d'aujourd'hui. Quashi a demandé « Qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous ?» Elle a répondu « Pas grand-chose, mais il semble que tout le monde t'appelle le gars au coup de poing puissant et le Crowley. » Quashi se rendit à l'université en pensant que même s'il devenait un héros, il devrait quand même payer les factures. Il devait gagner sa vie et le temps qu'il passait à jongler entre l'école, la maison et le travail lui semblait être la période la plus importante de sa vie. Il s'est faufilé dans une ruelle, a utilisé son réacteur pour sauter sur le toit et passer par la fenêtre et a dit qu'il était rentré, ajoutant qu'il vivait généralement seul. Un inconnu assis à sa table, en train de manger sa nourriture et de boire son café en canette, le salua d'un ton décontracté. « Salut, fais comme chez toi, si tu choques à Quashi. C'est qui ce type qui boit mes affaires, mange ma nourriture, regarde ma clé ?» L'homme se présenta. C'était Nick Register, le mentor de Quashi. « Tu vois? Je me suis pas un type louche, dit-il. » Quashi marmonna qui n'était toujours pas convaincu. Il demanda comment Nick Register était entré alors que la porte était fermée à clé. « Par la fenêtre, » répondit Nick Register. Ils regardèrent dans cette direction. La fenêtre était cassée. Quashi ouvrit la porte et vit une fille se précipiter devant eux. Elle commença à se maquiller et lui dit qu'elle s'appelait Pop Stipe. « Salut, Pop, » dit Quashi, ajoutant que son look civil était plutôt banal. Pop Stipe répliqua sèchement, lui disant de ne plus jamais redire ça. Quashi rappela à Nick Register que leur patrouille ne commençait que le soir. Non. Nick Register répondit que son boulot de la journée s'était terminé plus tôt, donc il était libre. Pop Stipe dit qu'elle avait un concert et qu'elle devait se changer, les prévenant de ne pas regarder. Quashi a promis qu'il ne le ferait pas et s'est demandé quand ce rideau serait levé. Elle jeta le manteau de Nick Register sur le côté, affirmant que cet endroit était à elle. Nick Register a souligné que l'endroit était partagé. Quashi ajouta « En fait, c'est chez moi, d'accord. » Attrapant son sac, il y a mon sac qui partait à son tekibuno. Nick Register lui dit de faire ce qu'il voulait. Pop Stipe lui fit un signe de la main pour lui dire au revoir. Quashi marmonna pour lui-même que c'était son appartement à la base. Au travail, Quashi se demanda « Qu'est-ce que je fais dans un boulot pareil ?» Il rêvassait à des jours meilleurs, pensant que sa vie devrait être plus belle et qu'il ne s'était pas fait un seul ami depuis le début de la fête. Pendant ce temps, Pop Stipe se produisait sur scène. La foule m'adorait, alors il a intensifié son chant. Un jeune garçon a essayé de se frayer un chemin pour une poignée de main, mais un homme l'a repoussé violemment, le faisant tomber, et lui a dit de rester dans la file. Un autre homme est intervenu, disant qu'il comprenait, mais que le gamin devait quand même attendre. Un gars à lunettes a ajouté que si le garçon forçait le passage, il ferait pleurer Pop Stipe. Il devrait l'encourager depuis sa place. Transforme tes sentiments brûlants en lumière. Laisse exploser ton amour, cria-t-il, projetant un rayon de lumière depuis ses lunettes. Pop Stipe le remercia pour ce super jeu de lumière. Le gamin, furieux, y écreta de menteur, leur dit de la fermer, s'injecta quelque chose, se transforma et se jeta sur Pop Stipe. Quashi venait tout juste de finir le travail et pensait avoir le temps de faire une pause quand Pop Stipe passa en trombe, poursuivi par un monstre. Elle sautait de toit en toit mais n'arrivait pas à le sonner. Nick Register arriva et proposa une attaque en tenaille. Pop Stipe continua de courir, criant au monstre de la laisser tranquille parce qu'il était dégoûtant. Quashi réussit à l'attraper. Nick Register attaqua de l'autre côté, mais le coup manqua sa cible. La barre qui recouvrait la créature fit perdre prise à Quashi et les deux héros bicènes s'écrasèrent au sol. Pop Stipe se faufila dans un étroit passage entre deux immeubles. Le monstre la chercha. Quashi l'appela et lui dit qu'il voulait juste une poignée de main, c'était un fan. Pop Stipe réapparut. La créature tendit la main. Et assura. Le monstre éclata en sanglots, demanda un câlin, s'enroula autour d'elle et essaya même de l'embrasser.
Kwashi et Duster leur versèrent de la farine dessus. La farine absorbe l'humidité. Maintenant, on va pouvoir cuisiner ce serpent desséché, plaisanta Duster. Ils attaquèrent, méprisèrent la créature, qui reprit alors forme humaine. Kwashi fit remarquer que les utilisateurs de Trigger se retrouvent nus car leurs vêtements déchirent. C'est pour ça qu'il faut les frapper avant qu'ils ne se transforment, dit Duster. Des sirènes de police retentirent au loin. Kwashi dit qu'ils en avaient fini pour la nuit. Pop Step insista pour prendre une douche d'abord. De retour chez Kwashi, Pop Step lui demanda d'acheter un shampoing de qualité. Des produits pour marcher abîmés cheveux. Duster annonça à Kwashi qu'il n'y avait plus de bière. Kwashi fit remarquer que c'était Duster qui aurait tout bu. Duster se contenta de lui dire d'en racheter. Pop Step dit à Duster d'arrêter de se balader à moitié nu. Il répondit qu'il n'était pas allé au-delà de son idole. Elle lui fit la morale sur les bonnes manières et lui demanda d'aller fumer dehors pour qu'elle ne sente pas la cigarette. Tu as déjà vu Nibble qui pue la clope? Il l'ignora, ce qui la rendit encore plus furieuse. Kwashi dit qu'il allait étendre le linge et monta sur le toit. Ailleurs, les détectives Tsukoshi et Tanima discutaient des récents cas soudains de vilains. Chaque personne avait pris une drogue contenant du trigger idéo. Tanima fit remarquer que le trigger était un amplificateur bactère non approuvé par le gouvernement et qui inondait désormais le marché noir, une drogue de rêve qui donne à n'importe qui la puissance d'un héros, dès l'ordre social compte plus que des rêves. Tsukoshi expliqua que presque tous les incidents avaient eu lieu dans une zone restreinte près de la gare et dans le vieux centre-ville à l'est de Nariaka. Tanima fit remarquer que cela rendait la recherche de la source plus facile. Tsukoshi ajouta que chaque personne transformée avait déclaré avoir reçu le trigger d'un inconnu, peut-être des échantillons gratuits d'un nouveau produit. Tanima se moqua de l'idée de distribuer gratuitement des drogues aussi chères et affirma que comprendre le mobile était essentiel. Il supposa qu'il pouvait s'agir d'une déclaration politique pour embêter les autorités ou d'un investissement en vue d'un objectif plus vaste. Son imagination s'emballait, alors il devait garder les pieds sur terre. De retour chez Kwashi, Kwashi demanda à Pop Step si elle avait reçu un message. Elle avait ces deux types qui étaient à côté du garçon transformé. Elle dit qu'il l'avait rencontré au spectacle. Kwashi a demandé si le garçon avait été libéré. Pop Step ne savait pas, mais elle doutait qu'il ait voulu blesser qui que ce soit. Quelqu'un m'avait probablement piégé pour qu'il utilise la drogue. Elle pensait que les gars supposaient qu'il pouvait révéler qu'il la lui avait fourni. Kwashi dit que le garçon pouvait être une piste sérieuse et suggéra d'appeler leur mentor. Pop Step lui dit d'attendre. Si Duster revoyait le diamant, il lui collerait un pain. Kwashi posa le téléphone et accepta de laisser le vieux en dehors de ça pour l'instant. Kwashi et Pop Step sortirent ensemble. Kwashi marchait vite. Pop Step lui demanda de ralentir pour qu'elle puisse suivre. Elle avait l'habitude de sautiller avec ses chaussures. Très bien. Prends mes bras, dit-il. Ils tombèrent sur un groupe de filles qui reconnurent Pop Step. L'une d'elles demanda si elle avait un autre show aujourd'hui, dit que les lunettes lui allaient mieux qu'un cachet, et demanda une photo. Kwashi a pris la photo. La fille demanda alors si Kwashi était son petit ami et s'il officialisait leur relation. Pop Step répondit que ce n'était pas du tout ça. Non, c'est complètement faux. Faux, ajouta Kwashi. Pop Step, agacé, lui demanda pourquoi il avait nié aussi vite. Kwashi se demanda pourquoi elle était compréhensible. Elle expliqua à la fille qu'il était juste son manager qui aidait. Les filles ont dit au revoir. Kwashi a fait remarquer que Pop Step était vraiment populaire. Le gars aux lunettes qui émettait des rayons lumineux à Paris se présenta comme Samazu, dit qu'il était content de voir Pop Step et salua Kwashi. Pop Step demanda des nouvelles de son ami, Namimaru. Samazu expliqua que Namimaru était rentré chez lui pour récupérer du matériel avec un autre gars et qu'ils étaient en route. Samazu proposa de terminer leur discussion dans un café à proximité. Pop Step accepta et fit remarquer qu'entrer aligné comme ça risquait d'être gênant. Soudain, Duster fit son apparition et demanda ce qu'il faisait, ce qui fit sursauter Kwashi. Kwashi répondit qu'ils étaient juste en train d'acheter des boissons. Duster dit qu'il pouvait s'asseoir là et boire s'il le voulait. Samazu murmura, super, maintenant la source de tous les ennuis est juste là. Qu'est-ce qu'on sait? Pop Step demanda à Kwashi de trouver une excuse. Passons maintenant à la fille qui a pris une photo avec Bob Step. Elle s'appelait Ashizuka et elle était ravie de la photo. Son amie lui dit qu'elle ne savait pas que la Shizuka s'intéressait à ce genre de choses et ajouta qu'Ashizuka était un peu bizarre. Mais soudain, une abeille apparut et vola directement dans l'œil d'Ashizuka. À ce moment-là, Ashizuka annonça à ses amis qu'elle partait à son travail à temps partiel. Son amie, surprise, lui demanda « Tu as travaillé maintenant ?» Et une autre amie demanda « Tu ne viens pas avec nous au karaoké ?» Ashizuka leur répondit « Pas cette fois, peut-être la prochaine fois », puis elle s'en alla. Après s'être éloignée, Ashizuka se présenta davantage, expliquant qu'elle est lycéenne et qu'elle travaille à temps partiel comme Dylan. Sa particularité, c'est qu'elle est la reine des abeilles et qu'elle possède un immense sème d'abeilles contenant des substances chimiques nocives. Son travail consiste à utiliser tout cela pour semer le chaos en ville. Elle a lâché les abeilles sur les habitants de la ville, ce qui a provoqué des blessures et transformé les gens en monstres qui se sont mis à attaquer les autres.
Sema a fini par séparer Taro de Manimar. Ensuite, on retrouve l'agent de police qui informe le détective Tsukashi qu'un grand groupe de monstres maléfiques est soudainement apparu en masse dans le quartier commerçant de Nariata. Le détective Tsukashi dit qu'il ordonne immédiatement un déploiement d'urgence dans cette zone. Ensuite, on passe à côté chez Bob Step. Kitester s'est mis à courir en voyant l'abeille dangereuse voler au-dessus de lui. Bob Step leur a parlé d'un message qu'elle avait reçu concernant un groupe de méchants qui venait d'apparaître, au moins une dizaine. Kotish a dit « c'est impossible ». Puis ils ont vu le héros, Ergo, qui a été le premier à arriver sur les lieux. Ensuite, tous les héros sont arrivés et ont attaqué les méchants, y compris un héros nommé Mai. Les héros ont vaincu tous les méchants. Bob Step a dit qu'elle pensait que les héros avaient fini de régler le problème. Kotish a alors demandé « Alors, où est passé le professeur et pourquoi est-il si pressé ?» Bob Step a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Ensuite, nous sommes passés à Kitster, qui a attrapé une abeille dangereuse, puis à Manimar, qui cherchait Taro. Kitster est apparu derrière Manimar, l'a attrapé et lui a dit qu'il pensait qu'il y avait une personne suspecte dans les environs qui utilisait des abeilles. Kitster a détruit l'abeille, ce qui a blessé Ashizuka et l'a fait saigner. Ashizuka a dit qu'elle n'aimait pas les gens qui traitent mal les jeunes filles. Karon était à côté d'elle et lui a demandé si elle allait bien. Ashizuka a répondu « Bien sûr, je vais bien » et a dit à Taro qu'il était vraiment adorable. Elle s'est accrochée à lui et lui a demandé de venir avec elle. Karon a dit « Mais mon ami m'attend ». Elle lui a répondu « Je ne suis pas ton ami, moi aussi ». Elle a alors dit « Allons-y » et lui a montré son téléphone pour qu'il puisse voir la photo avec Bob Stead. Revenons maintenant à l'équipe de Kokish. Namimar est arrivé et leur a raconté ce qui lui était arrivé, ainsi qu'il avait perdu Taro. Caldester a donné un coup de poing à l'un des personnages bizarres qui faisait partie d'un groupe de 3 personnes semant de troubles en ville. Après les avoir arrêtés dans leurs actions brutales, Kutish déclara « Leur monde n'est pas noir », ce qui signifiait qu'il n'était pas impliqué avec le déclencheur. Mais Kutish regarda Caldester et se rappela les paroles de Nanima adressées à Caldester à propos de se dresser contre les utilisateurs d'Adain. Après cela, Caldester s'envola, suivi de Kutish et Bob Steep. Ensuite, nous sommes passés au toit de Kutish, où il s'entraîne avec Caldester. Kutish demanda à Caldester s'il était impliqué avec l'utilisateur d'abeilles. Caldester a semé un coup de poing puissant à Kutish, laissant Bob Steep stupéfait. Mais Kutish dit « Je crois qu'en fin de compte, je ne suis pas prêt pour le combat au corps à corps. Peut-être qu'on ne devrait même pas perdre de temps avec cet entraînement, ajouta-t-il. » Caldester répondit « Tu as raison » et lui dit qu'il encaisserait tous les coups. Il retira son équipement de boxe et le lança à Kutish, lui demandant de trouver une autre façon de gérer les choses. Ensuite, il assena plusieurs coups à Kutish, me mettant à terre. Bob Steep s'approcha de Kutish pour voir comment il allait et dit à Caldester d'y aller doucement car Kutish était très faible. Kutish remarqua qu'il s'était rendu compte trop tard que Caldester se retenait avec lui, disant que s'il avait frappé de toutes ses forces, il serait mort. Cela s'applique aussi aux méchants. Il s'arrête avant de les tuer et semble seulement ajouter un peu de puissance supplémentaire. Bob Steep répondit que la force excessive reste de la force excessive. Ensuite, on passe à Ashizuka, qui est pétant igne avec son chef. Elle lui dit qu'elle avait trop utilisé de trudeur et qu'il ne lui en restait qu'une quantité limitée. « Qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a bien obtenu des données de sa part, non ?» demanda-t-elle. Je répondis que c'était une question d'efficacité et que cela affecte fortement l'état mental d'une personne, ce qui a un impact sur ses capacités physiques et que les particularités n'y font pas exception. Ashizuka s'arrêta pour acheter une glace et l'enregistra, mais son chef lui dit qu'une forte volonté est nécessaire pour utiliser une particularité normale. Ashizuka lui demanda « Les héros, alors ?» Il confirma que c'était aussi vrai pour les vilains. Il lui expliqua que les personnes qui le recherchaient avaient une passion explosive au fond d'elle et étaient toutes prêtes à appuyer sur la gâchette elle-même. Elle trouva agaçant que ce genre de personne soit si pénible. Ensuite, on retrouva Ashizuka avec l'un de ses associés qui lui dit qu'elle avait effectivement été choisie pour libérer sa colère. Il lui demanda « De quoi tu parles, des signes ?» Elle répondit qu'il semblait occupé par autre chose et pensait qu'il pouvait gérer la situation. Furieux, il répliqua sèchement « Ne te moque pas de moi. » Ashizuka lui dit de libérer la colère qu'il avait en lui et de la transformer en puissance. Elle lui injecta de rigueur, le transforma en monstre. Il lança un coup de poing vers Ashizuka, mais elle l'esquiva et s'éleva en hauteur, l'encourageant à, lui demandant de montrer sa colère depuis les hauteurs. Ensuite, elle lui a dit de se battre contre quelqu'un que personne d'autre ne voyait sauf lui. Puis elle a sauté au sol en plaisantant « Je rigole ». La personne s'est alors complètement transformée en une bête géante et a commencé à semer le chaos dans la ville. Kutish s'est précipité et bientôt Bob Steep l'a rejoint, demandant à Kutish s'il pouvait gérer la situation. Puis le monstre a attaqué Kutish en lui assénant un coup de poing. Kutish a réussi à esquiver et a dit à Bob Steep de faire sortir les gens de la zone pendant qu'il occupait la créature jusqu'à l'arrivée des autres pros.
Bob Stipe s'est envolé en hauteur, informant les gens de la présence du monstre et qu'ils devaient évacuer, ce qui a provoqué la panique alors que tout le monde fuyait. Pendant ce temps, le monstre continuait d'attaquer Cutiche, lui portant quelques coups, mais Cutiche a réussi à s'échapper. Lorsque la bête a tenté de s'en prendre à un des habitants de la ville, Cutiche s'est précipité pour le sauver et lui a demandé s'il allait bien, exhortant à s'enfuir rapidement. Le monstre s'est approché de Cutiche et a failli l'attraper, mais Caldisture est intervenu juste à temps, a sémé un coup au monstre qui a repoussé. Cependant, le coup n'a pas du tout impressionné le monstre, qui a lancé une nouvelle attaque contre eux. Ils ont réussi à l'esquiver, et Caldisture a dit à Cutiche de puiser dans sa force intérieure et de la concentrer dans son poing au moment de l'attaque. Cutiche a dit qu'il était dangereux de s'approcher et qu'il devait le contenir à distance. Caldisture a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire, affirmant que les coups de poing attirent les coups de poing. Le monstre a attaqué, portant plusieurs coups, mais Caldisture en a esquivé beaucoup et a aussi riposté avec des frappes. Cependant, le monstre rassembla sa puissance et frappa Caldisture, qui esquiva le coup et riposta en même temps avec une frappe puissante, projetant le monstre au sol. Caldisture fit remarquer que les attaques de ce monstre étaient rapides et puissantes, mettant beaucoup de force dans ses coups décisifs. Quand il l'attaquait avec toute cette puissance concentrée, le reste de son corps était faible, donc la remontée était facile mais restait très dangereux. Caldisture saignait, affirmant que ce monstre était agressif et massif, ce qui en faisait un ennemi redoutable. En ce qui concerne les méchants, soit ils se battaient avec acharnement, soit ils rentraient chez eux. Ensuite, nous revenons sur le toit de Cutiche où Caldisture s'entraînait avec Cutiche. Caldisture expliqua qu'il avait affronté trop de faibles récemment, mais que cela ne le satisfaisait pas. Sa porte était ouverte à tous les voyants dangereux et imposants comme celui d'Aaron. Il continua son entraînement, disant à Cutiche que beaucoup d'hommes comme ça ne se plaignaient pas si on les battait à mort. Cutiche répondit « Je pense qu'il se plaindrait ». Cutiche reçut accidentellement un coup de poing de Caldisture pendant l'entraînement et Caldisture s'excusa. Bob Stipe soigna alors Cutiche, qui était heureux de voir Caldisture de retour à son meilleur niveau. Bob Stipe demanda à Cutiche pourquoi il était content de s'être fait frapper, t'es idiot ou quoi? Nous passons à Ashizuka, qui était elle aussi au téléphone avec son chef. Elle lui dit qu'elle avait choisi un homme fort cette fois, mais que ces gens étaient encore intervenus, surtout ce vieux. Il est vraiment insupportable. Le chef la rassura en lui disant que leur présence était bénéfique, car cela leur permettait de recueillir des données de combat sans intervention de la police ou des héros. Il précisa qu'il voulait maintenir cette situation telle quelle. Ashizuka fit remarquer qu'ils adorent les attraper. Le chef lui dit de recueillir les données, mais de ne pas en faire trop, et que cela prouvait qu'elle était une bonne coordinatrice. Ashizuka demanda « C'est vraiment mon rôle ?» Puis une personne s'approcha d'elle et demanda « Vous êtes Ashizuka ?» Elle répondit « Vous êtes très bien bâti, messieurs. » Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi charmante. Elle l'attrapa et dit « Allons-y, les présentations ont assez duré. » L'homme répondit « Vous foncez, vous en êtes sûr ?» Elle dit qu'elle avait hâte de découvrir son côté sauvage. « Monsieur. » Ils marchèrent ensemble, puis on passe à un méchant qui se déplace rapidement dans la ville, poursuivi par les héros rognons. Parmien sortit de ce véhicule et se mit à courir après le méchant pour tenter de l'attraper. Alors qu'il était sur le point de l'attraper, le méchant esquiva et donna un coup de poing à Orient, le faisant tomber au sol et s'écraser contre les murs, dommageant son armure. Arnian fit remarquer, heureusement qu'on avait les verbagues. On passe ensuite à Cutiche qui s'entraînait le matin. Il expliqua qu'il n'y a personne à cette heure matinale, donc il peut s'entraîner à glisser et à se faufiler comme il veut. Puis il aperçut quelqu'un d'autre en train de faire du jogging et dit qu'il y a une autre personne qui s'entraîne. Il déclara qu'il allait les dépasser, accéléra et doubla l'homme. En regardant ses nains, il dit que le vrai problème, c'est le freinage. Il se demanda s'il pouvait faire quelque chose et suggéra peut-être d'ajouter des pointes à des gants. Quand il dépassa l'homme, celui-ci accéléra et se rapprocha de lui, ce qui surprit Cutiche. Il essaya de s'arrêter mais faillit s'écraser contre les murs, mais l'homme m'aida et le sauva. Après cela, l'homme s'excusa auprès de Cutiche en disant qu'il avait failli le faire percuter le mur. Il lui demanda s'il était un étudiant du coin. Cutiche répondit, dans une certaine mesure, et l'homme se présenta comme Turbody, Onginime, en lui tendant la main pour une poignée de main. Cutiche rit surpris et lui serra la main en disant que c'était incroyable et qu'il l'admirait vraiment. Onginime le remercia et lui dit qu'il disait bien, puis lui demanda comment fonctionnait son pouvoir. Il demanda si quelque chose sortait de ses pieds ou de ses mains. Cutiche répondit que c'était une sorte de force régressive. Onginime demanda « Tu ne peux te déplacer que vers l'avant ?» Cutiche répondit « Je peux aller partout » et commença à lui montrer son pouvoir. Onginime dit que c'était vraiment une bonne capacité, mais qu'il n'était pas très doué pour les virages serrés. Il ajouta que son petit frère ne pouvait pas tourner du tout et finissait par s'écraser contre des arbres.
Kutish admet qu'il lui arrive aussi de rentrer dans mes choses quand il va vite, ou plutôt qu'il n'a pas de frein et qu'il s'arrête généralement en utilisant la semelle de sa chaussure. Cependant, s'il y a trop d'élan, il perd le contrôle. Anjini me dit que le problème venait peut-être de la façon dont il utilisait sa capacité. Il se demanda, tu peux aller en arrière, non? Kutish dit qu'au lieu de voir ça comme un arrêt, le pourrais-tu pas compenser ton élan en accélérant soudainement dans la direction opposée? Après cela, Kutish l'a fait et a réussi, puis il a été vraiment stupéfait, commençant à le répéter encore et encore. Il a dit, ce problème est réglé. Anjini m'a répondu, tu dois encore t'entraîner, mais c'est un gros avantage pour les déplacements à grande vitesse et les manœuvres serrées. Non. Kutish a dit, d'un mieux réfléchissant, ma capacité à aller vite ne signifie pas grand-chose pour moi. Anjini lui a dit que non, la vitesse est très importante et a ajouté que lorsque des gens ont la malchance de tomber dans une catastrophe ou de subir une attaque malveillante, est-ce que tu sais à quoi ils pensent? Kutish a répondu, quoi? Un truc du genre, sauvez-moi? Anjini m'a répondu que non, c'est « dépêche-toi de me sauver » et il lui a expliqué que dans les situations où la vie est en danger, tout le monde ressent la peur, comme un enfant perdu, et qu'il faut courir aussi vite que possible, les attraper et les mettre en sécurité, car la vitesse est la chose la plus importante pour un héros, et c'est ce qu'il pense. Il a demandé à Kutish, en tant qu'étudiant, ce qu'il pense de rejoindre son organisation après l'obtention de son diplôme pour utiliser sa capacité. Kutish a dit qu'il n'a pas de licence. Anjini m'a répondu qu'il y a toujours une possibilité d'obtenir une licence en travaillant sur le terrain en tant qu'employé de soutien, puisque nous avons certaines capacités que nous devrions utiliser pour le bien de la société. Non. Je lui ai dit qu'il était en train de constituer une équipe de héros et qu'ils avaient aussi des compétences ciblées pour l'emploi. Ensuite, nous faisons face aux défis en utilisant notre force collective, et c'est comme ça que nous procédons. Il lui a tendu sa carte d'identité, en précisant qu'il fait partie de l'équipe éditant. Après cela, il s'est préparé à repartir en courant et a dit à Kutish de le contacter s'il était intéressé. Il est parti et Kutish a regardé la carte d'Anjana en se sentant heureux. Ensuite, on revient au monstre qu'Anjana poursuivait. Anjana le poursuivait, et le monstre lui a dit qu'il courait plus vite que la dernière fois, donc il semblait se préléger. En poursuivant le monstre, Anjana se rappela ce que ses assistants avaient dit à propos de ce monstre, à savoir qu'il était très dangereux et attaquait tout en courant à une vitesse incroyable. Puis le monstre dit à Anjana qu'il avait enfin trouvé sa façon de se sacrifier pour la vitesse et de risquer sa vie pour le surpasser. Mais Anjana s'est rapproché du monstre, préparant un piège pour lui, et s'est jeté sur un support spongieux. L'esquire d'Anjana l'attendait, et lorsqu'Anjana s'arrêta soudainement, il dit au monstre, « Maintenant, montre-moi comment tu vas t'arrêter. » Le monstre planta son pied dans le sol pour s'arrêter, puis déploya soudainement ses ailes et s'envola dans les airs. Anjana comprit qu'il s'échappait toujours grâce à cette astuce. Ce n'est pas un simple pilote de rue, mais plutôt une chauve-souris. Il contacta un membre de son équipe qui l'informa que le méchant avait quitté l'autoroute et se dirigeait vers la vieille ville. Elle lui a dit que la deuxième équipe était prête pour lui. Après cela, la deuxième équipe se mit en mouvement et commença à poursuivre le monstre. Le monstre dit « Alors comme ça, vous êtes un réseau? Vous n'êtes qu'une bande de minables insignifiants. » Le monstre attaqua alors la deuxième équipe et réussit également à leur échapper. Il a failli être attrapé par l'un des héros de la deuxième équipe, mais le monstre a utilisé ses ailes pour s'envoler. L'un des héros de la deuxième équipe a dit qu'il se dirigeait vers la rue de la baie numéro 4. Anjana a répondu « J'arrive vers vous ». Il leur a dit de ne pas agir de façon réfléchie. Il a failli se faire renverser par une voiture, mais il ne lui est rien arrivé et il a continué à poursuivre le monstre. En courant, il a vu Kutish se diriger vers le monstre, et Kutish a fait trébucher le monstre. Ensuite, Candaster a porté un coup au monstre, ce qui a mené à sa défaite. Quand Anjana est arrivé, le monstre était lécopé, ce qui a surpris. Candaster, Kutish et Bob étaient perchés sur un toit près d'Anjana. Kutish lui a dit que l'éclairage était très mauvais et que la présence de nombreux vieux bâtiments rendait la capture des méchants difficile. Candaster lui a dit qu'une fois que l'on parvient à prévoir comment le méchant va s'échapper et à l'arrêter, il faut bien connaître le terrain. Kutish s'est révélé à Anjana et a dit qu'ils étaient les gens heureux qui aidaient les défenseurs de la justice. Ils sont partis, et l'un des employés d'Anjana a demandé s'il devait poursuivre ces étrangers. Anjana a répondu « Non, laissez-les partir. Nous en avons assez fait pour aujourd'hui. » Puis on revient à Kutish, qui est en train de faire de l'exercice. Anjana s'est approché de lui par derrière et l'a remercié pour ce jour-là. Kutish a répondu « Tu m'as fait sursauter. » Anjana lui a demandé « C'est toi ce type ?» Kutish a dit « Non, je ne suis qu'un jogar inconnu. » Anjana a dit « Si tu croises ce type, dis-lui qu'il court bien, et il a aussi demandé s'il était possible de récupérer la carte que tu lui avais donnée, ce qui a agacé Kutish. Anjana a demandé à Kutish s'il se souvenait de la façon dont il avait parlé des compétences adaptées au travail, et que s'il trouvait la profession qui lui convenait, il respecterait cela.
En tant que professionnel, c'est le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner et il trouvait que c'était peut-être impoli de parler de travail avec un autre coureur comme lui. Kutish a sorti la carte et l'a tendue à Angenin en disant « Angenin, tu es vraiment frustrant ». Il s'excusa et proposa qu'ils essaient d'être de bonne humeur, puis ils se remirent à courir ensemble. Tutishi avait rendez-vous avec ses nouveaux amis et ils voulaient boire du thé. Tutishi leur dit que sa maison était toute proche et qu'il pouvait leur servir du thé chez lui. Ensuite, ils se rendirent chez lui, mais le bâtiment avait l'air extrêmement effrayant de l'extérieur, ce qui fit peur à ses amis. Tutishi attrapa l'une de ses amies et lui demanda de venir avec lui, en assurant aux autres qu'il allait servir du thé et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Le lendemain, à l'université, tout le monde se mit à parler de Tutishi, affirmant qu'il avait essayé d'enlever la fille dans un bâtiment abandonné. Les gens commencèrent à se mettre en garde les uns les autres et à avoir peur de lui. Plus tard, Kitushi retourna seul chez lui et remarqua à quel point l'endroit était spacieux, disant que c'était la première fois qu'il ressentait cela. Puis, Popstep et Caldister réapparurent dans sa vie. Comme d'habitude, ils se disputèrent à propos de la cigarette de Caldister. Popstep dit à Caldister qu'elle l'avait prévenu plusieurs fois de ne pas fumer dans la pièce. Caldister répondit que ce n'était pas grave et lui dit de ne pas s'inquiéter. Popstep répondit que cela lui raccourcissait la vie. Kitushi pensa en lui-même que cette fête ne finissait jamais, mais que ce costume rendait tout supportable. Ensuite, les informations annoncèrent qu'une personne nommée Yaro avait braqué une bijouterie et était recherchée par la police. Les forces surhumaines commencèrent à le rechercher. Plus tard, dans une ruelle près de la rue, on aperçut Yaro tenant un couteau ensanglanté, faisant face à un autre surhumain. Popstep arriva alors chez Kitushi et dit qu'elle devait préparer une playlist pour la fête à venir. Elle entra et demanda à Kitushi « Tu es là ?» Il répondit « Bien sûr, c'est ma maison. » Elle ouvrit le frigo, prit une coupe de douceur et lui demanda ce qu'il faisait. Kitushi expliqua qu'il réparait sa combinaison endommagée. Popstep suggéra de la remplacer par une plus résistante, mais il insista pour la garder ainsi, car la porte lui donnait du courage. Popstep demanda si la combinaison l'excitait et Kitushi répondit qu'il avait décidé de manger la coupe de douceur. Popstep répondit qu'elle ne l'avait pas entendu lui dire de ne pas la manger et lui demanda d'écrire son nom dessus si c'était si important. Kitushi dit que ce n'était pas grave et lui demanda si elle ne pouvait jamais lâcher prise lors d'une dispute. Popstep lui dit de ne surtout pas la traiter de cette façon. Kitushi répondit que la prochaine fois qu'il achèterait des douceurs, il en prendrait en plus pour elle. Elle précisa que ce n'était pas la question et les traita de rabbin parce qu'il réparait sa combinaison au lieu d'en acheter une neuve. Kitushi répondit avec colère que sa combinaison n'était pas usée et lui demanda de parler d'autre chose, car il ne céderait pas sur ce point. Popstep dit « Très bien, comme tu veux ». Kitushi lui montra alors une collection de nombreuses combinaisons, expliquant qu'elles n'étaient pas bon marché mais qu'il s'agissait de produits exclusifs pour les fans inconditionnels, avec des éditions limitées sorties chaque année. Il possédait toutes les versions sauf une, fabriquées il y a 5 ans pendant l'âge d'argent. Popstep lui demanda s'il en manquait une, et Kitushi répondit qu'il l'avait donné à quelqu'un. Il lui expliqua que même au collège, il était déterminé à devenir un héros et qu'il avait passé l'examen de super-héros à l'école de Tokyo pour intégrer la filière des héros. Le matin de l'examen, il était très en retard. Alors qu'il approchait du lieu de l'épreuve, il entendit des hommes crier qu'un enfant était en train de se noyer. Kitushi se demanda quoi faire. Il risqua de rater l'examen, mais décida de sauter à l'eau pour sauver l'enfant. Il s'avéra que l'eau n'était pas profonde et sauver l'enfant fut facile. Après cela, il remonta et de l'air chaud fut soufflé sur lui. Il demanda si quelqu'un avait vu ses vêtements, et une femme les lui tendit. Il dit que ce n'étaient pas les siens, mais ceux de l'enfant, et il lança au gamin avant de se précipiter vers l'examen. Il dit à Popstep qu'il était en retard pour l'examen, et il se demanda souvent s'il aurait continué à vouloir devenir un héros si cela n'était pas arrivé, mais il laissa son esprit héroïque à côté de son précieux costume. Alors, le garçon, dont je ne connais même pas le nom, lui dit que cet enfant était devenu un super-héros, et avoua que, lorsqu'il était petit, il avait été sauvé par quelqu'un, et qu'il voulait vraiment le remercier. Koita a vu ce super-héros aux informations et a dit « C'est bien qu'il soit devenu un super-héros ». Popstep a répondu « C'est idiot de ta part. Tu veux dire que tu as passé ta vie à jouer à tes jeux de héros habituels ?» Elle lui a dit que ce qu'il avait fait était stupide, puis elle est partie. Koita a demandé à Popstep « Qu'est-ce qui t'énerve maintenant? Tu ne devrais pas essayer de voir les choses sous un autre angle. » Après cela, Popstep s'est envolé vers chez elle, en me traitant d'idiot. En entrant chez elle, elle se dit qu'il ne devrait pas se laisser influencer aussi facilement et ajouta que le garçon dont il parlait, c'était elle, et qu'elle n'était pas un garçon, de toute façon. Elle sortit la veste de Kuta et la serra dans ses bras, mais c'est une fille. Elle se souvint de ce jour où elle avait essayé de traverser la rivière en prenant un raccourci. À cause de la pluie, le sol était glissant, ce qui l'a fait tomber dans la rivière, mais depuis ce jour-là, elle n'a jamais oublié son sauveur et il est resté dans son esprit. Même si elle l'a rencontré tardivement, il l'a aussi sauvé, mais elle n'a jamais prouvé comment le remercier. Elle se souvint de ce qu'il lui avait dit,
Tu ne peux pas te défiler d'un combat. Popstep répondit, ce n'est pas vrai, mit la veste dans son sac, acheta des bonbons et s'envola vers la maison de Kuta. Kuta ouvrit la porte et demanda, qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quelque chose? Popstep dit, il y a quelque chose que je veux te dire. En entrant, elle trouva Caldistro à l'intérieur, ce qui l'agaça. Caldistro mangea les bonbons avec Popstep et Kuta demanda, tu n'as pas apporté de bonbons pour moi? Elle répondit, Caldistro a mangé ta part. Kuta demanda, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est à propos de ce qu'il y a dans le sac? Popstep dit avec colère, ce qu'il y a dans le sac, c'est à moi seul, n'y puis-je surtout pas. Elle partit, laissant Kuta perplexe. Caldistro demanda, qu'est-ce qu'il a admis ici encore? On passe à la maison de Popstep, où elle dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis elle regarda le sac et enfusa la veste de Kuta. Ensuite, on passe au commissariat, où Akira fut relâché après avoir été interrogé au sujet de l'injection de trigger. L'enquêteur demanda à Akira, qui t'a donné le trigger? Il répondit, je ne sais pas. Ce sont eux qui nous contactent. Après cela, Akira se rendit à la planque de Ashizuka. Ashizuka lui dit, j'ai une nouvelle dose. Puis Akira apparut sous forme de monstre dans la rue, effrayant les passants. Kuta se dirigea vers un endroit où se trouvait Akira et Popstep le rejoignit. Kuta demanda, on m'a pas déjà attrapé ce type? Je croyais qu'il serait enfermé à vie avec les autres vilains. Popstep répondit, apparemment, tu n'es pas officiellement enregistré comme vilain à moins de continuer à connaître des crimes liés aux Alters. Une seule fois, ça ne suffit pas. Tu t'as dit, je comprends maintenant, donc il vaut mieux l'arrêter avant qu'il ne commence une série de crimes. Il passa à l'attaque, et Popstep ajouta, il agit toujours comme s'il défendait les criminels. Kuta attaqua le vilain, qui dit, encore toi, Kuta. Le vilain riposta, mais Kuta esquiva, et il se sentit heureux parce que le vilain l'avait appelé par son prénom, et non Kickmaker. Popstep dit, tu ne devrais pas être content qu'un vilain t'appelle par ton prénom. Le vilain attaqua de nouveau, mais ils esquivèrent ses coups. Kuta dit à Popstep, il se déplace derrière moi. Je vais l'attirer vers un endroit sûr. Popstep dit, Caldistro n'est pas là aujourd'hui, se souvenant qu'il leur avait dit qu'il avait d'autres choses à faire. Ils se demandèrent, il fait d'autres choses? Le vilain attaqua Kuta, portant quelques coups, mais Kuta les esquiva tous et dit, la vitesse et la chance de ce vilain ont augmenté. On passe à Ashizuka, qui déclara, ce que j'ai injecté à Akira, c'est du TRB, un cocktail qui stimule la dopamine. Les résultats sont une augmentation massive de son agressivité psychologique et de son alter en général. Ça m'a pas un effet si important, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment voir de mes propres yeux à quel point cet homme est coriace. On revient à Kuta, qui esquive les attaques du vilain et évite ses coups, en disant, le sol est détruit. Les attaques du vilain étaient difficiles à esquiver, il a failli réussir à toucher, mais au dernier moment, le surhumain est intervenu, bloquant le coup du vilain destiné à Kitaishi, puis repoussant le vilain avec une contre-attaque. Ensuite, le surhumain a lancé une offensive contre le vilain, lui a ses mains plusieurs coups jusqu'à l'arrivée de la police. Popstep, la police est là. Le vilain s'est enfui immédiatement. Popstep s'est alors approché de Kitaishi et lui a dit qu'il devait s'échapper maintenant. Kitaishi se tourna vers le surhumain et dit « Merci de m'avoir sauvé ». Qui êtes-vous? Le surhumain répondit qu'il s'appelait Stambal et qu'il était un intervenant comme Kitaishi, ce qui emplit Kitaishi de joie. Stambal dit « À bientôt, Kusama-la ». Plus tard, chez Kitaishi, il exprima son incrédulité face à l'incroyable talent de Stambal, décrivant à quel point ses coups d'épée étaient puissants et précis. Il mentionna aussi que Stambal portait une épée semblable à la sienne. Popstep lui dit « Tu te laisses trop influencer par les autres ». Peu après, Popstep reçut un message de Samaji et de son équipe. Elle le vit à voix haute. Le message parlait d'un combattant célèbre et exceptionnel qui avait autrefois fréquenté leur école, un homme de véritable caractère qui ne commettait jamais d'erreur. En entendant parler d'eux, cet homme demanda à les rencontrer au restaurant en face de la gare. Kitaishi dit « Ça me va. J'aimerais collaborer davantage avec les gens du coin. » Il ajouta « Je t'ai dit qu'il ressemblait beaucoup à Stambal. Cet endroit est rempli de gens avec un fort sens de la justice. J'espère que ces héros cachés deviendront plus actifs et je ferai aussi ma part. » Calder dit « Oui, mais ceux qui se battent uniquement selon leur propre sens de la justice sont dangereux. » C'est logique, répondit Kitaishi. Tu as peut-être raison, dit Popstep à Kitaishi. Je t'ai dit de ne pas prendre les paroles de cet homme trop au sérieux. Elle informa alors Calder. Cet homme veut seulement me voir, moi et Kitaishi. Merci de ne pas t'en mêler. Plus tard, au restaurant, ils rencontrèrent l'homme. En le voyant, ils furent horrifiés. L'homme demanda « Alors, le vieux n'est pas avec vous cette fois ?» Il interrogea ensuite Kitaishi et Popstep. « Qu'est-ce que vous pensez que je suis exactement ?» Kitaishi hésita, se rappelant les actions de l'homme, puis dit « Je pense que tu es. » Mais il s'interrompit, ne voulant pas le traiter ouvertement de méchant. Popstep dit « Je pense que tu es un homme de calomnie et de meurtre. » Kitaishi acquiesça, bien sûr. Elle a raison. L'homme répondit « Vous parler est une perte de temps », puis il partit. Kitaishi demanda « Qu'est-ce qu'il voulait même discuter avec nous ?»
Hopstep haussa les épaules, peu importe, il n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, le monstre continuait de fuir, mais il fut frappé par quelqu'un. Puis Stendhal apparut et lui dit « Ta détermination faiblit à cause de la peur qui est en toi. » Il s'approcha et asséna un coup puissant, sectionnant un des membres du monstre. Stendhal montra alors quelques images, déclarant « Cet homme sera le prochain ». Ashika l'observait, profondément impressionné. Quelques membres de la famille Abegawa Tansho étaient assis ensemble dans un pub, extrêmement en colère parce qu'on leur avait demandé de soumettre leur nom pour être inscrits sur une liste de criminels simplement parce qu'ils étaient des yakuza respectant le code chevaleresque. Mais Rogia ne voyait aucun inconvénient à être considéré comme un criminel, car il pensait que la façon de vivre d'un homme ne change pas à cause de la politique ou du temps. Même si un jour tu dois affronter le héros, tu restes fidèle à tes principes. Quelques mois plus tôt, au quartier général de la famille Abegawa Tansho, Stendhal les avait attaqués. Il les avait frappés, mais sans réussir à toucher sa cible. Les membres de la famille se sont transformés en un pour riposter, mais Stendhal esquivait leur coup. Puis quelque chose s'est produit qui les a figés sur place. Stendhal a profité de cette occasion pour les abattre avec son épée. Lorsque le reste de la famille est arrivé, il en a tué un aussi. Il s'est présenté, ce qui les a terrifiés. Stendhal est ensuite retourné à sa planque pour se changer et reprendre sa vie normale. Mais Ashizuka Hidrai attendait, l'appelant le juge, bien qu'elle ait mal prononcé le mot. Stendhal la corrigea en donnant son vrai nom, se présentant correctement, un être surnaturel, rouge pour la vie et noir pour la mort, et que le rôle du juge est de tracer une frontière entre les deux. Sans son masque, dit-il, il met carrément d'ordinaire au service de l'idéal héroïque. Il remit ensuite à Ashizuka les échantillons de sang qu'il avait prélevés sur la famille Abegawa, car ils étaient très utiles étant donné que les yakuza profitent toujours des avantages sociaux de leurs employés. Mais le test médical pouvait être fatal. Tout comme Stendhal avait tué ses criminels, il déclara qu'il tuerait aussi les autres criminels à l'instant, y compris Ashizuka elle-même. Mais Ashizuka avait des gens prêts à la protéger, et en même temps, ils étaient en train de détruire la ville. On se retrouve à l'hôpital, où Moyo et Suga sont venus rendre visite à Rept, qui était malade. Moyo avait apporté des cadeaux à Rept, mais Rept voulait autre chose. Il voulait juste fumer à la place. Il ne pouvait pas fumer parce qu'on lui avait pris son briquet. Moyo a essayé de l'aider, mais quand il a allumé le feu, l'alarme s'est déclenchée, ce qui a mis les infirmières en colère contre eux pour avoir enfin l'interdiction de fumer à l'intérieur de l'hôpital. Alors, ils sont sortis pour fumer, en discutant du moment où Rept pourrait sortir de l'hôpital. Ce serait bientôt, après avoir vérifié ses résultats d'analyse. Il n'avait pas passé beaucoup de temps à l'hôpital, même si son accident aurait pu lui coûter la vie, mais le fait d'être un lézard facilitait la guérison. Tout cela était arrivé à cause de Trigger. Quand ils l'ont utilisé, ça l'a empêché de mourir, mais ça a aussi failli le tuer à cause de sa transformation. Même s'il avait des ailes, il était difficile pour quiconque de l'attraper, et Moyo disait que Trigger avait rendu sa puissance de feu encore plus forte. Suga écoutait, réfléchissant à ce qu'il disait, et demanda à Rept s'il voulait voler à nouveau, mais Rept refusa puisqu'il avait failli mourir la dernière fois. Il prit cela comme un avertissement. Cela fit aussi réfléchir Suga. Ensuite, on passe à la rencontre entre Ashizuka et Suga. Elle demanda des nouvelles des amis de Suga, mais ils n'étaient pas venus avec lui. Elle devait leur raconter ce qui était arrivé à un groupe récent de vilains. Ils devaient être prudents, unir leurs forces pour ne pas se faire tuer par ce surhumain qui élimine les vilains. Elle jouait la comédie pour s'assurer de ne pas perdre sa collection de vilains. Suga ne semblait pas se soucier de son avertissement et déclara qu'il pouvait affronter ce monstre seul, peut-être même le battre, mais peu importe à quel point il était motivé, il aurait quand même besoin de l'aide de ses amis. Alors que Suga s'en allait, Stendhal s'est approché et a dit « Fini de jouer », ajoutant qu'il était venu pour le tuer. Ashizuka a essayé de donner des trucs à Suga, mais disant que s'il se faisait tuer, Moyo et Rept seraient les prochains et qu'il devait les sauver. Mais Suga a écrasé le Trigger, affirmant qu'il n'avait pas besoin de cette drogue pour tuer Stendhal. Son arme lui suffisait et il n'allait pas jouer seulement en règle. Ashizuka eut une autre idée pour rendre le combat plus intéressant. Elle libéra un essaim d'abeilles qui injecta du Trigger à Suga, le transforma en monstre. Il la regarda derrière son sourire, se rappelant son passé douloureux, comment tout le monde le jugeait sur son apparence, jamais pour ce qui était vraiment. Après cela, Suga se transforma en monstre. Pendant ce temps, alors que Quash se promenait, il entendit les cris de Suga et accourut. Il fut surpris que Suga ait utilisé à nouveau le Trigger et reçu l'ordre de se retirer, car Stendhal allait s'occuper de la situation. Suga attaqua Stendhal, qui encaissa ses coups, puis Stendhal asséna un coup puissant à Suga qui faillit le tuer. Au moment où Stendhal allait l'achever, Quash comprit que Suga risquait de mourir, alors il réagit rapidement, repoussant Stendhal et attrapant Suga pour l'éloigner de la portée de l'épée de Stendhal. Stendhal arrêta Quash en le frappant, le projetant au sol.
Stendhal pensait que le monstre ne valait rien et méritait de mourir, mais Quash avait d'autres intentions. Il utilisa son pouvoir pour s'échapper, emportant Suga et essayant de le sauver. Stendhal n'abandonna pas. Il goûta le sang de Quash qui avait coulé lorsqu'il s'était blessé, et à ce moment-là, Quash se retrouva complètement paralysé, incapable de bouger. C'est le pouvoir de Stendhal. S'il lèche le sang de quelqu'un, il peut le paralyser. Stendhal s'approcha d'eux et leur barra la route vers la rue principale, dégainant son épée. Pour lui, ils étaient tous les deux des criminels, et ils comptaient mettre fin à leur vie ensemble pour que personne n'entende jamais parler d'eux. Mais c'est alors que Caldasté arriva juste à temps pour protéger Quash, puisqu'il faisait partie de la même équipe. Stendhal tenta d'hésiter d'affronter Caldistur et recula, affirmant que leurs objectifs étaient similaires, tous deux poursuivant des criminels. Mais il y avait une différence évidente. Caldistur se battait pour le bien tandis que Stendhal était un tueur fou. La force de Caldistur effraya aussi Stendhal, car ses coups de poing étaient d'une puissance de fer. Caldistur offrit à Stendhal une chance de s'enfuir. Il sortit un film de ses vêtements et lui dit que s'il acceptait et partait, ce serait mieux pour lui, mais que s'il essayait de franchir mes filles, il serait en grand danger. Stendhal réfléchit longuement avant d'agir, connaissant la force de Caldistur, mais il recula non pas pour fuir, mais pour prendre de l'élan et tenter de porter un coup. Caldistur tendit un piège et ce fut lui qui franchit le fil, ce qui lui permit d'asséner un coup à Stendhal en voyant ce dernier s'écraser au sol. Quash fut stupéfait par la force de Caldistur. Caldistur attrapa le masque de Stendhal, pensant que ceux qui portent des masques ont l'impression de ne plus être eux-mêmes, se croyant des héros invincibles. Ce genre de personne a un gros problème, car elle ignore les règles de la société et sa propre sécurité lorsqu'elle attaque, mais se retrouve exposée dès que quelqu'un riposte. Au final, dit Caldistur, je ne suis que de la chair et du sang. Celui qui oublie ça n'aura pas beaucoup de détermination au bout du compte. Alors que Caldistur s'apprêtait à partir, Stendhal reprit connaissance, l'attaqua de nouveau et parvint à le blesser avec quelques coups. Caldistur se mit en colère et commença à riposter, mais Stendhal recula, lécha le sang de Caldistur sur sa blessure et se figea, ayant atteint son objectif, puis s'enfuit en saignant. Bobstep arriva pendant que Caldistur soignait les blessures de Quash. Quash souffrait énormément. Caldistur demanda à Bobstep d'aller voir Suga. Elle ouvrit sa trousse médicale et soigna Suga. Bouleversé, Quash essaya de réconforter Suga pour qu'il ne se sente pas seul ou que tout le monde le craignait, et il était heureux qu'ils aient survécu au combat contre Stendhal. Suga fut surpris de voir que Quash pouvait sourire après l'avoir failli mourir et pensa qu'il était fou, mais Bobstep dit à Suga qu'il était juste un idiot, pas fou. Nous sommes ensuite passés à Stendhal, qui était en colère, réalisant qu'il lui manquait encore beaucoup de choses pour battre Caldistur. Plus que tout, il lui manquait de la détermination. Ashizuka était avec lui, pensant que vivre et travailler dur ne sont vraiment agréables que si l'on a de la détermination. Stendhal s'est énervé, a lancé un couteau sur Ashizuka, la faisant tomber au sol. Puis il utilisa le couteau pour se brûler le visage, créant ainsi un nouveau masque avec son propre visage et jura qu'il n'en porterait jamais un autre. Cela l'aiderait à voir le monde à découvert avec ses propres yeux. Ashizuka reprit connaissance, retira le couteau de son œil et se réjouit de ce qui s'était passé car elle trouvait ça amusant. Stendhal continua d'avancer, saignant toujours abondamment, prêt à affronter le monde. Passons maintenant à Quashi lorsqu'il étudiait à l'université et qu'il était épuisé et endormi à cause de la lourde charge de travail qu'il subissait jour et nuit. Lorsque le professeur eut terminé, Quashi se réveilla et se rendit à la cafétéria de l'université pour prendre son repas. Pendant qu'il mangeait, il étudiait en même temps un livre sur les héros. C'est alors qu'une fille nommée Makoto s'approcha de lui, voulant savoir quel livre Quashi était en train de lire. Quashi lui expliqua que ce livre portait sur la science des héros, ce qui l'a surpris car ce livre avait été écrit par l'un de leurs professeurs d'université privée et c'était aussi un ouvrage difficile à lire. Elle lui proposa de recopier les notes d'un des étudiants de son club pour lui faciliter la tâche. Cependant, Quashi n'était membre d'aucun club. Elle comprit alors qu'il étudiait seul, ce qui le mit mal à l'aise. Ils sont alors parvenus à un accord. Elle assisterait au séminaire du professeur Hahanogi. En échange, il l'appellerait le Krankraule. Varlataist voulait quelqu'un qui connaisse bien cet endroit et pourrait évidemment en tirer profit. L'accord était qu'elle l'aiderait à étudier et qu'il l'aiderait dans son affaire. Ensuite, nous nous sommes retrouvés chez Quashi pendant que Bobstep était là. Elle entendit Makoto et Quashi plaisanter ensemble. Puis elle rassembla ses affaires et essaya de partir, mais se cacha d'où. Ensuite, Quashi entra chez lui et demanda à Makoto d'attendre dehors pendant qu'il rangeait sa chambre. Ils découvrirent que la maison de Quashi était complètement en désordre. Il commença à ramasser des affaires par terre et sa veste de super-héros avait aussi disparu pour qu'on ne le reconnaisse pas comme super-héros. Il jeta tout derrière le rideau, ce qui fit tomber celui-ci sur la tête de Bobstep. Puis Makoto entra et commença à préparer et organiser les supports de révision pour lui pendant que Quashi préparait des boissons pour eux. Elle écrivit des notes de cours et des questions d'anciens examens, puis lui demanda d'assister aux cours notés, ce qui rassura Quashi.
Après lui avoir présenté la boisson, elle prévoyait de réviser avec lui la partie requise pour le prochain test, à savoir le chapitre 3 du livre Le Monde des héros. Elle ouvrit alors le livre et commença à chercher le chapitre 3. Elle lui expliqua le terme de volontaire, qui désigne un système de maintien de la paix civile qui émerge spontanément lors de troubles sociaux. Ces groupes sont temporaires jusqu'à ce que la société se stabilise, puis les membres sont intégrés dans des systèmes officiels ou dissous. Elle lui demanda ensuite s'il se souvenait de ce qu'il avait appris en cours d'histoire moderne sur la naissance des super-héros, ce qui était familier à Kwashi. Makoto commença alors à lui réexpliquer que lorsque l'humanité a acquis des pouvoirs pour la première fois, cela a provoqué des troubles sociaux. Une réponse était nécessaire, et certains citoyens se sont portés volontaires et ont utilisé leur pouvoir pour rétablir l'ordre public. À la suite, des lois ont été promulguées pour réglementer l'utilisation des pouvoirs et les volontaires ont obtenu une base légale officielle pour leurs actions, devenant ainsi des héros. Cela permet à Kwashi de se rappeler tout cela, mais il s'agissait là de la version officielle de l'histoire. Vint alors le moment d'un petit quiz, et Makoto demanda à Kwashi où avait été établi le premier centre officiel de délivrance de licences de héros dans le monde. Il s'agissait d'un lieu aux États-Unis, dans l'État de Rhode Island, où 189 volontaires étaient soumis à ce qu'on appelait la nouvelle loi de l'État de Rhode Island. Elle demanda de nouveau combien, selon lui, parmi ses citoyens, ont été approuvés pour devenir des héros officiels. Kwashi ne pensait pas qu'ils étaient tous devenus des super-héros et croyait que certains n'étaient pas du genre héroïque, imaginant qu'ils étaient parmi eux. Je répondis qu'environ la moitié avait été approuvée, mais c'était incorrect. La bonne réponse était que seulement 7 sur 189 ont été approuvés, et les autres ont été classés comme des criminels parce qu'ils utilisaient leur pouvoir illégalement. L'opinion dominante à l'époque était que les volontaires déterminés avaient gagné le soutien du public et étaient devenus les premiers héros, mais ce n'était pas rien. Elle ajouta également que le véritable objectif du système de licence n'était pas de promouvoir les criminels, mais de définir ce qui rend une personne criminelle. Elle commença à lui parler de certains incidents rapportés dans les journaux qui divisaient les gens héros et en criminels. Elle continua ses explications et Kwashi était stupéfait par ce qu'il entendait. Finalement, elle lui expliqua que les volontaires représentaient le système de justice privée et qu'ils étaient ceux qui avaient instauré la justice privée pour les héros. De l'autre côté, Bobstep était extrêmement en colère que Makoto soit seul avec Kwashi. Puis Makoto remit le livre B, alla voir Kwashi et lui dit que c'était tout, ce qui fit naître en lui un sentiment de gratitude envers elle. Mais avant que cela ne se termine, elle lui posa une question sur son mari concernant le facteur décisif qui distingue les héros des vilains. Cependant, il ne savait pas et commença à se demander s'ils suivaient l'esprit de la loi ou celui de leur propre justice. Alors Makoto ne lui répondit pas à cette question mais lui dit que c'était un secret, car c'était le sujet de son étude indépendante et qu'elle ne pouvait pas lui révéler, mais que s'il l'aidait dans ce qu'elle voulait, elle le lui dirait alors, et elle lui demanda s'il était prêt à l'aider. Kwashi était prêt pour cela, mais il lui demanda ce qu'elle avait en tête. Elle lui expliqua alors qu'elle allait mener une étude de terrain sur les héros bénévoles à Naruhata et qu'en étudiant ce sujet, il serait peut-être possible d'obtenir une nouvelle perspective sur l'origine du système des héros, ce qui lui Kwashi très mal à l'aise. Il lui répondit alors qu'il avait déjà entendu parler de leurs activités et qu'il faisait beaucoup d'efforts pour assurer la sécurité dans les rues, mais il essaya de lui faire peur pour qu'elle ne s'approche pas d'eux. Cependant, elle comptait sur lui comme garde du corps personnel, ce qui surprit Kwashi. Puis Makoto partit, lui dit au revoir et lui annonça qu'elle le retrouverait samedi à 10h. Kwashi se dit alors qu'il se trouvait désormais dans une situation difficile et qu'il devait trouver un moyen de la tromper. C'est alors que Bobstep apparut devant lui, ce qui l'effraya et les surprit à cause de sa présence. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Makoto. Elle commença à saisir toutes les données dans l'ordinateur jusqu'à ce que son frère, l'inspecteur Naoma, vienne la voir et qu'elle lui en parle. Il s'assit alors à côté d'elle et demanda s'il était responsable des crimes liés aux avantages professionnels. Il demanda aussi s'il avait des informations à partager. Partager avec elle des informations sur les héros et les méchants. Mais Naoma a refusé de donner à Makoto la moindre information sur les enquêtes. Cependant, Makoto lui a demandé cela en échange d'une interview avec l'un des super-héros célèbres. Mais Naoma a de nouveau refusé et lui a conseillé de ne pas s'approcher des méchants par curiosité, car leur existence est intrinsèquement liée au crime. Mais Makoto pensait, d'un point de vue politique, que c'est le crime qui est condamné, pas le criminel, et que les héros et les méchants sont les deux faces d'une même pièce. Et parfois, la frontière entre le légal et l'illégal est mince, car elle soutient cette position. Mais Naoma n'était pas d'accord avec ses propos parce qu'elle parlait franchement. Néanmoins, peu importe ce que dit leur logique, beaucoup de gens affirment qu'il n'y a pas de problème tant qu'ils ne franchissent pas la limite. Puis ils commencent à trébucher directement jusqu'à ce point qu'ils soient victimes ou coupables. Makoto le remercia pour ses conseils et lui dit qu'il lui avait demandé de ne pas échouer, mais ce n'était pas l'intention de Naoma. Il voulait dire qu'elle ne devait pas s'approcher du danger. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Crash.
Bobstep ressentait une grande colère envers la fille parce qu'elle était venue à la maison et se considérait comme une des anges de la maison, qu'elle ne comprenait pas le concept d'espace personnel et qu'elle n'aurait pas dû se cacher d'elle. Puis, le lendemain, l'entraînement a commencé entre Quash et Kaldor. Quash a commencé à tourner autour de Kaldor, ce qui a suscité l'admiration de Kaldor pour ses mouvements, et il lui a dit qu'il s'était beaucoup amélioré par rapport à avant. L'avis de Bobstep était que Quash était très étrange et agaçant, mais Kaldor lui a répondu en lui disant que s'il causait un problème à son adversaire, c'était une technique efficace. Cependant, Quash a remarqué que Bobstep était de mauvaise humeur ces derniers jours. Puis Quash a parlé à Kaldor des recherches de Makoto et lui a dit qu'il devait aider, mais pour Kaldor, ce comportement n'était pas bon et il était possible qu'il soit découvert, ce qui attirerait de nombreux policiers et criminels à leur trousse. Mais Kaldor envisageait de faire taire Makoto, mais à sa manière. Quash lui a dit qu'il s'occuperait d'elle sans violence et craignait pour elle à cause de la colère de Kaldor. Kaldor accepta alors et lui demanda de ne pas mélanger affaires personnelles et professionnelles, et Bobstep approuva cette décision. Ensuite, Kaldor fit ses adieux et partit. Nous nous sommes alors déplacés à West Naruata où Quash attendait Makoto. Makoto arriva alors vers lui et Quash fut émerveillé par sa beauté, ce qui le poussa à demander à Makoto s'il y avait quelque chose d'étrange avec ses vêtements. Mais Quash la trouvait vraiment merveilleuse et le lui dit, mais Bobstep l'observait de l'autre côté. Makoto dit alors à Quash qu'elle connaissait certains endroits où ils étaient déjà apparus et qu'elle voulait aller recueillir des informations dans ces lieux. Ils partirent donc ensemble. On demanda à Kaotush s'ils les avaient rencontrés et qu'il aurait de la chance, et Makoto pensait que leur rencontre serait parfaite pour eux. Elle veut savoir comment le public y perçoit et elle en avait déjà parlé avec Kutish à propos de ce facteur qui sépare les héros des méchants lorsque le système de super-héros a été lancé. Ensuite, Kutish voulut savoir ce qu'elle lui avait promis et qu'elle allait lui en parler. Makoto lui dit que ce n'est pas ni la loi ni l'éthique, mais plutôt des soutiens populaires. Puis elle lui expliqua que les pouvoirs diffèrent énormément. Par conséquent, il y a des limites à la réussite d'un ensemble de règles uniformes et à leurs restrictions, et c'est pour cette raison qu'il doit faire confiance à l'utilisateur pour distinguer le bien du mal. Le système de placement des héros est un concours de popularité entre les héros. Elle avait expliqué cela à l'époque où la législation n'était pas encore en place, mais Makoto veut maintenant savoir comment l'équipe de Naruata, que les habitants appellent aussi les héros punitifs, sera accueillie. Naturellement, ils jouent un rôle dans les fondements de la société des super-pouvoirs et du système moderne des héros. Kutish s'est alors senti excité lui aussi, car il veut connaître l'avis des gens sur son équipe. Makoto leur a alors demandé de commencer à parler aux gens dans la rue et lui a demandé de filmer ses interviews. La première interview a commencé avec Namimar et son ami Samazo. Samazo a commencé à parler des héros sans licence et a dit qu'il savait que Kutish en faisait partie. Ils ont failli réveiller le secret de Kutish, mais il a essayé de les faire taire avec un badge et a commencé à parler de Bobstep, qui était chanteuse en ligne et qui patrouille maintenant dans les rues. Ils ne veulent pas qu'il lui arrive du mal car ils l'admirent beaucoup. Ensuite, ils lui ont parlé de Kalkster, qui est un homme très dangereux. Tout le monde a commencé à donner son avis sur l'homme gâteau, que Kutishom a décrit comme un homme sérieux. D'autres ont dit qu'il fait cela pour se rapprocher des gens afin qu'ils ne les sous-estiment pas. Parmi ces personnes, il y avait Ashizuka qui a exprimé son admiration pour la force de Kalkster, et les autres se sont également opposés à ce que Kalkster se batte avec des armes tranchantes. Puis Makoto a commencé à recueillir des données et la majorité concernait Bobstep parce qu'elle est mignonne, chante bien, que Kalkster est mauvais et dangereux, et que l'homme gâteau Kutish est effrayant mais utile et gentil. Cela semblait être leur bref résumé, ce qui a fait rire Samazo et Namimar. Soudain, un voleur est arrivé, a volé l'ordinateur de Makoto et s'est enfui rapidement. En courant, il jouait avec un ballon et était très habile, esquivant les gens avec le ballon. Il se fait appeler Iwatsura et sa spécialité, c'est le football. Alors Samazo et Namimar se sont lancés à sa poursuite. Kutish a donné la caméra à Makoto et est parti devant pour disparaître, changeant de vêtements pour attraper le voleur. Mais Bobstep est venu voir Kutish et lui a dit que c'était une bonne chose pour nous tant que Makoto reste à la maison et se tient éloigné de toutes les données les concernant. Cependant, Kutish n'était pas d'accord et a dit qu'il fallait arrêter l'ordinateur. Il s'est donc lancé à la poursuite du voleur. Quand il a essayé de l'arrêter, le voleur a esquivé Kutish et l'a mis à terre d'un coup de ballon. Puis Samazo a frappé le voleur, le faisant tomber. L'ordinateur a failli tomber par terre mais Kutish l'a sauvé. Ensuite, Samazo et Namimar se sont regroupés et ont asséné plusieurs coups au voleur. Cependant, Kutish n'a pas apprécié ce comportement car il n'aime pas la violence. Puis Makoto est arrivé et a retrouvé Kutish devant elle alors qu'il lui tombait l'ordinateur. Je lui ai dit qu'il était tombé pendant qu'il essayait de le récupérer. Makoto a demandé si c'était Kutish qui avait récupéré l'ordinateur, mais Kutish lui a expliqué que c'était l'un des bénévoles sur lesquels Makoto avait recueilli des données qu'il avait fait. Il lui a dit qu'il était génial. Après cela,
Ils ont dit au revoir à Samazo et Nanimar. Makoto a également remercié Kutish et lui a dit qu'elle avait obtenu quelques données aujourd'hui. Ils étaient surveillés par Bob Step et elle s'est sentie très en colère. Ensuite, Makoto a posé une question à Kutish en croisant les bras, comme si elle était douée pour détecter les mensonges. Il lui a demandé s'il était l'homme gâteau ou non. Kutish a alors nié être cette personne. Puis, on passe à la maison de Makoto et Naoma a demandé si Makoto avait un problème. Elle lui a dit qu'elle avait du mal à rassembler certaines choses à partir des données qu'elle avait collectées. Naoma pensait que ces informations étaient suffisantes. Puis Makoto a découvert qu'il avait raison mais qu'il lui manquait quelques détails. Sret pensait avoir obtenu de superbes matériaux mais avait perdu la main. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Kutish et Bob Step a lu à propos des défauts de Kutish, mais Kutish n'est pas resté silencieux, il a aussi lu à propos des défauts de Bob Step, ce qui l'a mis en colère. Puis ils ont commencé à se battre ensemble. Kutish s'est mis à poursuivre l'un des voleurs et à essayer de l'empêcher de s'échapper. Ensuite, Bob Step est venu vers lui et l'a exhorté à laisser ce travail dangereux à la police. Cependant, Kutish a refusé et lui a dit qu'il essaierait d'arrêter le voleur jusqu'à l'arrivée de la police. Mais pendant que Kutish était occupé avec Bob Step, il a été frappé par le voleur, ce qui l'a poussé sur le côté et il a failli se faire renverser par une voiture. Soudain, un super-héros est apparu et l'a sauvé. Après cela, le super-héros a attrapé le voleur. Ensuite, Bob Step s'est approché pour prendre des nouvelles de Kutish qui allait bien. Le super-héros s'est ensuite présenté et a montré son admiration pour Kutish, et lui a demandé de ne pas s'impliquer dans un travail aussi dangereux et de le laisser aux professionnels. Kutish a remercié le super-héros de l'avoir sauvé et lui a demandé qui il était, ce qui a mis le super-héros en colère car il ne connaissait pas Kutish. Dans sa colère, il a jeté le voleur au loin, puis il s'est présenté comme le héros numéro 1 en Amérique, nommé Celebrity. Il a accidentellement laissé tomber son autographe sur les vêtements de Kutish pour que son nom ne soit pas associé à l'affaire, ce qui a énervé Kutish car la veste avait beaucoup de valeur à ses yeux. Celebrity lui a dit que sa signature valait bien plus que cette veste. Cependant, Kutish pensait que c'est le propriétaire qui décide de la valeur d'un objet, ce qui a beaucoup fait rire Celebrity, qui a alors commencé à se moquer de Kutish en lui disant qu'un homme ne se distingue que par ses gros muscles. Il a ensuite rattrapé le voleur et a conseillé à Kutish de ne plus jamais jouer les héros, puis il est parti. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Kutish où Candice et Bob Step regardaient la télévision et se tenaient au courant des dernières nouvelles concernant Celebrity. Il a été annoncé qu'il est le héros numéro 1 des États-Unis, voyageant d'une côte à l'autre et protégeant aussi bien ceux qui sont sur Terre que dans le ciel. Ensuite, il est parti au Japon, annonçant qu'il allait commencer à travailler à Tokyo. Bob Step a dit à Candice que ce homme était celui qui avait sauvé Kutish. Ils ont continué à regarder et Candice a été impressionné par le sauvetage en solo d'un navire par Celebrity, réalisant qu'il avait de nombreux exploits à son actif, mais qu'il rencontrait aussi beaucoup de problèmes. Bien qu'il ait surnommé Captain Celebrity, il a traversé de nombreux procès et scandales, déclarant qu'il était venu travailler au Japon car il ne pouvait plus exercer dans son pays d'origine. Kutish avait de la peine pour lui et Bob Step fut surpris d'entendre Kutish parler avec mépris de quelqu'un. Cependant, Kutish n'aimait pas Celebrity ni ceux qui lui ressemblaient. Bob Step pensait que chacun est libre d'être qui il veut. Elle se demanda alors à Kutish ce qu'il faisait et il répondit qu'il nettoyait des taches sur sa veste parce que quelqu'un l'avait griffé. Ensuite, on est passé à la rue où un monstre géant a de nouveau apparu dans l'une des rues et a commencé à errer entre les immeubles, provoquant la panique et la fuite des passants. Ashizuka se trouvait dans un des magasins et fut impressionné par le spectacle offert par ce monstre, pensant que plus le monstre est grand, plus vite les super-héros arrivent. Il était facile de deviner qui était cet être inutile, ce qui était étonnamment surprenant. Elle partit alors et souhaita bonne chance au monstre. Bob Step fit alors son apparition, commençant à avertir les gens pendant que le monstre se mettait à détruire les immeubles. Kutish dirigea les gens vers un endroit sûr, mais aperçut une fille qui criait parce que son frère était à la maison. C'est alors que Celebrity apparut devant Kutish et demanda ce qui se passait. Kutish était ravi de le voir là et lui dit qu'il arrivait au bon moment, puis il se précipita pour sauver l'enfant resté à la maison. Cependant, Celebrity demanda à Kutish d'attendre un peu, le temps que la presse soit prête et que son équipe soit en place. Kutish sentait que ce n'était pas le moment pour ça, mais Celebrity affirma que la police n'avait pas encore lancé d'appel, donc il n'était pas obligé de se précipiter. Kutish, cependant, ne prêta aucune attention à ses paroles et partit. Celebrity reçut alors un appel de ses assistantes qui l'informèrent qu'ils avaient également reçu des nouvelles de la presse et mentionnèrent qu'il y avait quelques individus dotés de super pouvoirs avec qui ils pouvaient faire équipe. Ils établirent des priorités pour savoir qui secourir en premier, selon le jugement de son équipe. Celebrity se prépara puis lança une attaque contre le monstre. Son assistant mit de la musique pour le motiver pendant que Celebrity sauverait des gens. Il frappa ensuite le monstre, encouragé par ses assistants, jusqu'à ce qu'il parvienne à le vaincre. De l'autre côté, Kutish cherchait l'enfant disparu et a failli être blessé à cause des débris tombant des immeubles.
Puis Kutish entendit un chien aboyer, ce qui le fit s'arrêter. Il regarda dehors en pensant que celui qui criait était un enfant, mais c'était en réalité un chien, ce qui surprit Kutish. Cependant, il s'approcha du chien et se dit que la vie est précieuse, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un humain, puis il le prit dans ses bras pour quitter cet endroit. Pendant ce temps, Celebrity attaqua le monstre, le vainquit, et faillit laisser le monstre tomber sur Kutish, mais il réussit à sauver Kutish et le chien, atterrissant devant les journalistes. Il signa à nouveau la veste de Kutish qui posa devant les caméras pour gagner encore plus de notoriété. L'équipe de Celebrity commença à distribuer des repas aux gens et Bob Step était impressionné que Celebrity ait réussi à sauver autant de personnes à lui seul, Kutish étant une d'entre elles. Cependant, Bob Step était intrigué que Kutish ne soit pas du tout blessé et qu'il ait tout réussi. La fille appela alors son chien et remercia Kutish, ce qui le rendit heureux. Cependant, Celebrity s'approcha de Kutish et lui dit qu'il ne s'occupait pas des animaux de compagnie, affirmant que le mérite de sauver le chien lui revenait entièrement et que ce n'était pas la faute de Celebrity. Il demanda à Kutish d'arrêter de traîner dans les pattes des gens en portant ce costume, car si sa veste apparaissait à la télévision, cela donnerait une mauvaise image de toute la scène, cette partie de son travail faisant partie de son image. Il fit ses adieux aux gens et partit, mais l'antipathie de Kutish envers Celebrity ne fit qu'augmenter. Ensuite, nous sommes passés au bâtiment hors ligne où se trouvait le monstre, qui était sur le point de s'effondrer et présentait de nombreuses fissures. Kutish se dirigeait vers le bâtiment et y est entré. Il a trouvé un samouraï et une fille, il avait du mal à porter les deux en même temps. Puis la main de Celebrity est revenue et lui a dit qu'ils allaient collaborer aussi sur ce point. Kutish a sousé le samouraï tandis que Celebrity portait la fille. Kutish pensait qu'ils devraient échanger les rôles, mais Celebrity préfère ne porter que les femmes, ce qui a frustré Kutish car il n'avait aucune envie d'écouter ce détail ennuyeux. Puis l'une des grosses pierres est tombée et a failli toucher Kutish, mais Celebrity les a sauvés et a demandé aux journalistes de le prendre en photo, ce qui a de nouveau déplu à Kutish. Ensuite, Bob Step s'est approché de Kutish et leur a dit que Celebrity avait pour prochain point à l'ordre du jour la démolition du bâtiment dangereux. L'équipe a encouragé Celebrity avec ferveur jusqu'à ce qu'il attaque le bâtiment et le détruise. Alors que Kutish et Bob Step observaient la scène, Kutish fut surpris de voir apparaître des pom-pom girls pour lui, mais Bob Step pensa que les choses se passaient comme ça en Amérique et que la moitié des héros au Japon n'étaient pas non plus des acteurs. Elle se demanda pourquoi ils embellissaient l'apparence des héros et pensa qu'elle pourrait s'en inspirer pour sa propre édition. Lorsqu'il y terminé et reçut de nombreux encouragements, Kutish trouva tout cela très ennuyeux, superficiel et déplacé, au point d'en être profondément envieux. Puis Kutish entendit une voix familière, c'était celle de Makoto. Elle faisait partie des filles qui encourageaient Celebrity. Kutish ressentit alors de la haine envers Makoto parce qu'elle encourageait Celebrity. Bob Step confronta de nouveau Kutish à propos de ce qu'il avait dit sur elle. Makoto aperçut Kutish et Bob Step et essaya de les rattraper pour leur parler, mais ils s'enfuirent jusqu'à ce que Celebrity s'approche de Makoto en la planchette. Cependant, il lui demanda de l'appeler par son vrai nom et la félicita d'être une bonne chef, tandis qu'elle essayait de rester modeste. Il l'en empêcha, lui disant qu'elle lui était d'une grande aide et lui proposa qu'ils discutent plus intimement de l'avenir de l'agence, sous-entendant qu'il voulait mieux la connaître et qu'elle voulait aussi mieux le connaître. Makoto accepta et montra son téléphone pour réserver un restaurant à cet effet, mais il proposa de réserver un restaurant à l'étage supérieur avec vue, ce que Makoto n'a pas refusé. Pendant que Kutish et Bob Step les observaient de loin, Kutish fut énervé de voir Celebrity toucher l'épaule de Makoto. Puis Caldestor s'approcha d'eux et révéla que Celebrity était un coureur de jupons, affirmant qu'il était revenu à ses anciennes habitudes en précisant que toutes ses poursuites judiciaires avaient été intentées par des femmes, la plus importante étant une demande de compensation de la part de sa femme dont il était séparé. Il n'avait même pas retenu la leçon après avoir été dépouillé de tout ce qu'il possédait. Caldestor pensait que sa femme ne pouvait pas les surveiller, alors il était retourné à ses anciennes habitudes. Le lendemain, Makoto attendait Celebrity et était surveillé par Kutish et Bob Step. Bob Step voulait sauver Makoto avant qu'elle ne devienne la petite amie de Celebrity. Celebrity est alors apparu et a demandé à Kutish pourquoi il surveillait une fille de son agence, attirant l'attention de Makoto qui a salué Kutish. Cela a poussé Kutish à s'approcher d'elle et à lui demander ce qu'elle faisait là. Celebrity s'est alors approché et Makoto a présenté Celebrity à Kutish en disant que Kutish était son camarade de classe plus jeune à la fac. Celebrity a été surpris d'apprendre que Kutish était étudiant à l'université, mais Kutish lui a répondu qu'il était simplement un étudiant ordinaire à la fac. Celebrity a alors dit que Makoto était en rendez-vous avec lui, mais Makoto a nié, affirmant qu'il s'agissait d'une réunion de travail. Celebrity l'a alors prise dans ses bras et s'est envolé avec elle, ce qui a mis Kutish en colère. Nous sommes ensuite passés à Makoto, qui a informé Celebrity d'un incident en cours à la banque, mais Celebrity s'en fichait car le moment important, c'était d'être avec elle.
Puis Makoto a reçu un appel téléphonique et Celebrity lui a demandé de ne pas répondre, voulant l'emmener et voler avec elle dans le ciel. Cependant, Makoto a répondu au téléphone, ce qui a choqué Celebrity, car elle a dit à son amie qu'elle déjeunait avec Celebrity et que son amie était la femme de Celebrity. Cela a rendu Celebrity très effrayée. Elle a mentionné qu'elle l'avait rencontré la semaine dernière en ligne pour demander des conseils et lui a demandé si Celebrity s'amusait encore et s'il n'avait toujours pas retenu la leçon, car cela l'avantagerait dans le procès. Elle voulait savoir ce que cela signifiait d'être emmenée dans le ciel. Puis Celebrity est rapidement parti pour s'occuper du braquage qui allait eu lieu. Ensuite, nous nous sommes rendus à la banque où le braquage avait eu lieu et le voleur a demandé une voiture pour s'enfuir. Dehors, la police a demandé aux gens de reculer car le voleur était armé. Parmi la foule se trouvait Kitch et Bob Step était frustrée car elle allait faire du shopping mais se retrouvait encore face à un problème. Kitch était surpris d'avoir oublié sa veste à la maison, mais Bob Step a remarqué que la police était présente et qu'il n'y avait rien que Kitch puisse faire. Elle lui a demandé en quoi la veste aurait changé quelque chose. Celebrity est paralysé sur les lieux, est entré dans la banque, a réussi à attraper le voleur, et les filles ont essayé de s'approcher de lui pour lui faire un câlin, mais il a refusé et est parti rapidement. Il est revenu lorsqu'il a trouvé Kitch et lui a demandé de venir avec lui immédiatement, l'a emmené en hauteur et l'a transporté dans un endroit avec Makoto. Il a pris des photos avec lui et les a envoyées à sa femme, puis il l'a appelé pour lui demander son avis sur les photos. Il a dit à Kitch que sortir avec des mecs ne correspondait pas à son image, mais Makoto pensait qu'augmenter son soutien auprès du public masculin pour se débarrasser de son image scandaleuse représentait un nouveau départ au Japon. Ensuite, Makoto a eu une nouvelle idée pour Célébé et lui a dit qu'il avait l'opportunité de se réinventer, ce qui a surpris Célébé. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Kitch où les trois regardaient la nouvelle publicité de Célébé, ce qui les a amenés à se poser des questions à ce sujet. Bob Step a demandé ce qui était arrivé à ce type et s'il en comprenait le terme Yankee. Mais Kendestor a expliqué que la plupart des célébrités étrangères viennent au Japon et finissent par être perçues comme bizarres. Puis Kitch a reçu un appel de son père qui lui a dit que sa mère arrivait, ce qui a mis Kitch très mal à l'aise. Sa mère était déjà dans le train. Il s'est empressé de nettoyer et de ranger sa chambre parce que sa mère était très stricte. Cependant, Bob Step lui a appelé qu'il n'était plus un enfant, même si elle ne savait pas que la mère de Kitch s'était opposée à son déménagement à Tokyo. Il a commencé à imiter la voix de sa mère lorsqu'il lui avait annoncé qu'il partait à Tokyo et a raconté que sa mère l'avait mis en garde contre les mauvaises personnes qui pourraient le tromper et lui causer des ennuis. Bob Step pensait que sa mère avait raison, mais si elle venait ici et voyait tout ce désordre, elle le forcerait à retourner à la campagne et à quitter l'université. Je lui ai aussi dit que tout se passait bien pour lui et qu'il avait même une petite amie. Mais que ferait-il si sa mère voulait la rencontrer? Il ne supportait pas de mentir, ce qui a mis Bob Step mal à l'aise. Cependant, Kitch était très enthousiaste. Puis Bob Step lui a dit qu'elle partait maintenant et elle est partie. La mère de Kitch est arrivée juste après le départ de Bob Step. Elle est entrée et a commencé à regarder autour de la pièce, cherchant de la bonne nourriture. Kitch lui a proposé du thé. Sa mère a pensé qu'il menait une vie plutôt confortable. Elle lui a demandé de rencontrer sa petite amie, ce qui a mis Kitch très mal à l'aise. Makoto est allé chez Kotechi et a rencontré sa mère, lui disant qu'ils sortaient ensemble, ce qui a poussé Kotechi à remercier Makoto et à s'excuser de lui avoir demandé de sortir avec lui. Cependant, Makoto ne fait jamais rien sans obtenir quelque chose en retour. Elle s'est ensuite approchée de la mère de Kotechi et l'a informé qu'ils étudiaient tous les deux à la même université, bien qu'à des années différentes, ce qui a beaucoup impressionné la mère de Kotechi. La mère de Kotechi a fini par le gronder parce qu'elle a découvert cela et s'est sentie trompée, pensant qu'une fille aussi belle ne perdrait pas son temps avec lui. Après s'être réunie avec eux, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et a envisagé de le renvoyer chez lui parce qu'il lui mentait sur tout. Mais Kotechi ne voulait absolument pas cela. Makoto a alors dit à la mère de Kotechi qu'elle surveillait les études de Kotechi et qu'à travers cette observation, elle n'excluait pas la possibilité de sortir avec lui à l'avenir. Cependant, la mère de Kotechi n'a pas aimé ce que Makoto a dit car elle n'aimait pas faire de fausses promesses pour donner de l'espoir aux gens. Elle a tout de même apprécié la politesse de Makoto et lui a proposé d'épouser Kotechi et de rejoindre leur famille. Mais Makoto a dit qu'elle allait y réfléchir. Ensuite, Bob Step est arrivé et lorsque Makoto l'a vu, elle a failli sortir. Mais Kotechi l'a arrêté et lui a chuchoté qu'il devrait peut-être agir différemment à ce stade, car il voulait qu'elle pense qu'il était populaire, au moins pour l'instant. Cependant, Bob Step a remarqué ce côté de Kotechi qui était à l'origine de tous ses problèmes. Kotechi a présenté sa mère à Bob Step, mais avant qu'il ne puisse dire son nom, Bob Step a mentionné un autre nom, Kazuo, ce qui a surpris Kotechi. Bob Step a dit à la mère de Kotechi qu'elle habitait à proximité et qu'elle passait du temps avec lui. La mère de Kotechi a alors demandé pourquoi une fille du quartier passerait du temps chez lui. Makoto a également posé la question et Kotechi était sur le point de leur répondre quand Calder est arrivé.
Makoto et la mère de Kotechi ont toutes les deux admiré, mais la mère de Kotechi a dit à Makoto de chercher un garçon de son âge, pas un homme de l'âge de Calder. Kotechi a alors présenté Calder à sa mère et à Makoto. Calder a tendu sa carte de visite à la mère de Kotechi, sur laquelle il n'est que identifié comme Tsuruyo, ce qui a surpris Kotechi et Bobstep en découvrant le vrai nom de Calder. Makoto a demandé une autre carte à Calder et voulait savoir quel genre de travail il faisait. Calder a expliqué qu'il soutient des zones où il est difficile pour le gouvernement ou les associations de quartiers d'intervenir, en donnant l'exemple du quartier Nord Nariata. Cela signifiait qu'il recevait également de l'aide de ces deux gars qui contribuaient à nettoyer les quartiers et les communautés. La mère de Kotechi a confirmé cela, ajoutant que son fils adore faire ce genre de bénévolat, sortant souvent ramasser des déchets sans que personne ne le lui demande. Par conséquent, Calder et les autres utilisent la maison de Kotechi pour des réunions concernant ce travail. Il utilise le toit du bâtiment pour leur enseigner des techniques d'autodéfense. Makoto a compris que Kotechi appelait Calder le professeur. Elle a aussi remarqué qu'il semblait très fort et en excellente forme, lui demandant s'il travaillait dans un domaine particulier, comme l'armée ou la police, ou s'il était une sorte de héros. La mère de Kotechi est intervenue et a dit à Makoto d'oublier les héros, car il vaut mieux que les gens soient ordinaires, puisque tous les héros vivent selon les caprices des autres. Elle était certaine qu'ils négligeant aussi leur vie personnelle. Elle se souvenait que Kotechi voulait devenir un héros quand il était enfant, mais qu'il avait pris le mauvais chemin en imitant le héros All Might, se retrouvant dans de nombreuses bagarres et se blessant en essayant d'aider les autres. Quand est venu le temps des examens d'entrée au lycée, il a déménagé à Tokyo en affirmant qu'il deviendrait un héros, mais il est d'une façon ou d'une autre tombé dans une rivière et a raté l'examen, ce qui a rendu Bobstep triste car elle pensait être la cause de cet échec. Cependant, Bobstep leur a dit que ce n'était pas vrai, et Makoto lui a demandé ce qu'elle voulait dire. La mère de Kotechi a également demandé cela, d'un ton énervé. Mais Bobstep s'est échappé, et la mère de Kotechi a pensé qu'elle avait fui à cause de la façon dont elle l'avait traité, et qu'elle aurait dû mieux se comporter lors de leur première rencontre. Kotechi a demandé à sa mère pourquoi elle était en colère contre lui alors qu'elle avait posé la question, mais sa mère l'a frappé et lui a dit de ne pas rester là et d'aller la rattraper. Kotechi se demandait quoi faire en la retrouvant. Makoto pense qu'il devrait la complimenter pour ses efforts afin d'être belle. Ensuite, on est passé à Bobstep qui descendait précipitamment les escaliers et a failli glisser. Mais Kotechi a rattrapé, la traitant de maladroite quand il s'agissait de marcher. Bobstep lui a alors demandé ce qu'il voulait d'elle et il a répondu qu'il rentrait chez lui. Kotechi se rappela les paroles de Komodo et dit à Bobstep qu'elle était différente aujourd'hui. Bobstep lui montra qu'elle avait changé de rythme aujourd'hui, lui expliquant qu'elle avait tout assemblé à la va-vite, ce qui l'avait elle-même surprise. Elle le gifla, partie furieuse, et Kotechi pensa pourtant l'avoir complimenté. Ensuite, Kotechi, Makoto et sa mère allèrent se promener en ville, et la mère de Kotechi était très heureuse, ce qui surprit Makoto en voyant l'expression de Kotechi. Kotechi avait l'air d'aller bien, mais il attendait simplement que l'orage passe, car sa mère lui avait appris à faire ainsi. La mère de Kotechi et Makoto se dirigèrent ensuite vers un magasin pour acheter quelques fournitures, et Kotechi aperçut une tenue spéciale qu'il adorait, mais sa mère les surprit en train de la regarder et lui dit de ne pas gaspiller son argent pour des choses aussi futiles. De toute façon, il faisait que la regarder. Puis Makoto dit à la mère de Kotechi qu'il était temps pour la caravane, et en partant, Kotechi acheta une autre veste sans qu'elle ne s'en aperçoive. Ils montèrent ensuite dans le bus et commencèrent à partir, lorsqu'un chat sauta sur le bus depuis le toit et resta dessus. La mère de Kotechi remercia Makoto de l'avoir accompagnée pour la visite aujourd'hui et la complimenta beaucoup, mais elle ne voulait pas qu'elle devienne la femme de Kotechi. Elle voulait plutôt qu'elle devienne sa fille. Kotechi demanda alors à sa mère quelle serait sa place après ça. Sa mère lui répondit qu'il serait exclu de l'équipe et Makoto lui dit qu'il deviendrait un joueur libre. On passa ensuite au chat, qui fut touché par un insecte venimeux porteur du sérum de transformation, et le chat se transforma par la suite. Ensuite, nous sommes allés voir Ashizuka, qui regardait le chat transformé sur son téléphone et se sentait heureuse, car tout le monde allait être surpris. Puis retour dans le bus. Il s'est transformé en chat et a commencé à accélérer, provoquant la panique parmi les passagers. Le conducteur a essayé d'arrêter le bus, mais il n'a pas réussi du tout et a failli renverser des gens malins. Maintenant, retour sur Calder, qui observait le bus et a été surpris de voir que c'était un chat. Mais s'il l'attrapait, il ne pourrait obtenir aucune information sur Trigor, alors il décida de laisser ça aux professionnels. Il aperçut alors Kotechi à l'intérieur du bus. Nous sommes ensuite passés à Bobstep, qui a reçu un appel de Calder. Il lui expliqua tout, ce qui la poussa à le rejoindre immédiatement. Elle se demanda pourquoi Kotechi se trouvait dans le bus à la base, remarquant sa malchance. Calder rejoignit alors Bobstep et lui demanda si elle avait apporté ce qu'il lui avait demandé. Bobstep sortit les objets qu'il avait demandé, à savoir un plumeau et du ruban adhésif, et lui demanda ce qu'il coûtait à faire. Mais il ne pouvait pas lui dire maintenant, car il devait se concentrer davantage puisque le bus arrivait. Nous sommes ensuite revenus dans le bus, où Kotechi vit Arjuni s'approcher rapidement d'eux. Arjuni déprésit la porte du bus et entra avec succès, rassurant tout le monde.
Il demanda alors au chauffeur du bus s'il avait le contrôle du véhicule, mais le chauffeur n'en avait absolument pas le contrôle et ne pouvait pas utiliser les freins. Ingénu pensa que ce serait une catastrophe si le bus fonçait vers une zone commerçante. Pendant ce temps, alors que le chat passait à toute vitesse, ils lui firent signe, ce qui le fit changer de direction, plaçant ainsi Calder et Bob Step juste devant lui. Cela choqua Ingénu et Kotoshi, tandis que Calder continuait à faire signe de la main. Lorsqu'il s'est approché, il a lancé son panneau de signalisation pour rediriger la trajectoire du chat, l'envoyant sur une route fermée. Ingénu informa que le chat était maintenant sur l'autoroute, mais lui annonça également qu'il y avait un pont effondré un peu plus loin. Ingénu se souvint de l'ancien incident impliquant le monstre géant et constata que cette route était bonne, puisqu'il n'y avait aucun véhicule dessus. Cependant, il y avait une limite de temps, et si cette chose tombait, il ne voulait surtout pas tomber avec elle. Puis une autre voiture est arrivée pour transporter les passagers du bus. Ingénu informa les passagers du transfert, leur demandant d'y aller un par un, et le processus de transfert des passagers commença. Ensuite, nous sommes revenus à Ashizuka, qui était agacé par la situation, prouvant que cela devenait ennuyeux. Cela a conduit l'insecte à vider tout le sérum à l'intérieur du chat, ce qui l'a rendu de nouveau furieux, et le chat a redirigé son attaque vers l'autre voiture, la repoussant, et a également assommé l'employé du bus ainsi que le conducteur, les mettant presque en danger de mort. Cependant, Wujin est intervenu juste à temps et les a sauvés, ce qui a fait s'arrêter le véhicule d'Ingénu. Il a alors poursuivi le bus à nouveau, mais il est tombé en panne de carburant. Kotoshi a mis sa veste pour aider. Un assistant d'Ingénu a demandé si quelqu'un aurait la rapidité pour apporter ce carburant à Ingénu. Kotoshi s'est avancé pour accomplir la tâche, mais sa mère lui a conseillé d'arrêter, insistant sur le fait que ce n'était pas pour les amateurs. Kotoshi lui a crié dessus, lui disant que ce n'était pas le moment de dire ça, ce qui a choqué sa mère et l'a empêché d'essayer de l'arrêter. Il a pris le carburant et s'est rapidement dirigé vers Ingénu. Calder s'est approché pour prendre des nouvelles de la mère de Kotoshi pendant qu'on revenait à Kotoshi, qui avait réussi à atteindre Ingénu et lui avait donné le carburant. Kotoshi a été surpris de découvrir que le carburant d'Ingénu était du jus. Ingénu lui a dit qu'il était l'homme rapide et unique à la porte du tonnerre et qu'il lui avait demandé d'apporter du jus et d'aider ensuite. Ingénu a ensuite bu le jus et a précisé qu'il dirait qu'un simple citoyen l'avait aidé. Il a indiqué qu'il s'occuperait du travail sur le terrain et a demandé à Kotoshi d'apporter son soutien depuis la distance la plus grande possible. Après avoir fini le jus, ils se sont mis à courir plus vite. Lorsqu'ils se sont approchés du bus, ils ont été attaqués par le chat, mais ils ont réussi à esquiver ses patates. Ensuite, Ingénu s'est mis à courir rapidement et a demandé à Kotoshi de servir d'appât. Kotoshi a accepté et s'est placé devant le chat, commençant à agir comme un chat. Le chat fut impressionné par la tenue de Koutiche et voulut se jeter sur lui, mais Ingénu intervint et tenta de la frapper. Cependant, Ingénu s'est de nouveau énervé parce que le chat a accéléré. Puis Kotoshi s'est mis à courir rapidement et a réussi à attraper le bus, en prenant à l'intérieur avec succès. Makoto a été surpris de découvrir que le super-héros était Koutiche. Ensuite, le bus est tombé du haut du pont et Ingénu s'est renforcé, ce qui a augmenté sa vitesse au maximum. Il a demandé à Kotoshi de sauter, affirmant qu'il le rattraperait en plein vol. Quand Kotoshi l'a fait, Ingénu n'a pas réussi à le rattraper et a eu peur qu'il tombe au sol en portant Makoto, mais il n'a pas abandonné et a utilisé sa volonté, réussissant à flotter avec Makoto, insistant pour la sauver. Ensuite, on passe à la mère de Kotoshi qui raconte à Calder le passé de Kotoshi quand il était jeune et comment il possédait ce pouvoir. Sa mère criait aussi après lui, mais il continuait de flotter tandis qu'elle n'arrêtait pas de violer Daate. Après son retour au présent, elle a finalement pensé que Koutiche n'avait plus besoin qu'on lui crie dessus. Calder fit remarquer que, malgré l'inquiétude constante des parents, il arrive un moment où les enfants doivent apprendre à voler de leurs propres ailes, mais que le plus important à leur enseigner, c'est comment tomber sans se blesser. Puis Angem attrapa Makoto et Koutiche tomba au sol, et le dé fut détruit. Komodo courit alors vers Koutiche pour s'assurer qu'il allait bien, mais Koutiche la rassura. Le chat est retourné chez Ashizuka. Ensuite, nous allons chez Koutiche où il demanda à sa mère de rester parce qu'elle lui avait dit qu'elle retournait chez elle. Cependant, elle tourna la page et lui dit de ne pas s'en faire, car cela ne le concernait pas. Elle demanda à Bob Step et Calder de s'occuper de Koutiche et de ne pas hésiter à le gronder s'il faisait une bêtise, Calder s'en chargeant. La mère de Calder murmura à Makoto qu'elle pensait qu'il vaudrait peut-être la peine de donner une autre chance à Koutiche. Cependant, cela fit réfléchir Makoto, ce qui mit Bob Step en colère et embarrassa Koutiche. Le lendemain, ils reprirent l'entraînement et Koutiche exerça sa volonté pour l'éviter, atteignant 30 cm. Bob Step constata qu'il pourrait arriver à 50 s'il s'entraînait bien, car sauter par-dessus de petits obstacles est bénéfique. Koutiche se rappela qu'il y a seulement quelques jours, il avait lévité très haut de façon impressionnante. Bob Step remarqua que ce qui arrivait à Koutiche était une cristallucination causée par un complexe de supériorité, mais Koutiche pensait qu'il s'agissait d'un miracle unique dû au pouvoir d'Asakusa. Calder se rendit à l'hôpital pour rendre visite à sa femme et discutait avec elle de sa vie distinguée à laquelle elle avait pris part.
Puis l'infirmière vint voir Caldester et lui annonça que le médecin souhaitait le rencontrer. Caldester se rendit alors dans le bureau du médecin et apprit de sa part que l'état de sa femme était très mauvais et devenait de plus en plus difficile. Caldester se souvint de sa femme autrefois, lorsqu'elle avait été entourée par un essaim d'abeilles venimeuses, et que c'était Ashizoka qui en était la cause. Il revint ensuite au présent et le médecin lui annonça que les chances de guérison de sa femme étaient faibles. Puis Suga se rendit à l'école de Ashizoka et commença à la chercher. Il demanda à quelques élèves des informations à son sujet, et les amis de Ashizoka virent Suga et comprirent qu'il cherchait Ashizoka. Greenbell sortit alors son téléphone pour lui parler et la prévenir. Puis les professeurs arrivèrent et mirent Suga dehors de l'école. L'ami de Ashizoka était sur le point d'appeler Ashizoka, mais elle remarqua que son autre ami n'était plus à ses côtés. Quand Suga s'éloigna de l'école, l'autre ami de Ashizoka le suivit et l'interpella. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle lui demanda pourquoi il cherchait Ashizoka et ajouta qu'elle pensait que c'était pour quelque chose de mauvais. Mais Suga lui répondit qu'il n'était qu'un messager et qu'il ne savait pas si ce qu'il allait lui dire était approprié ou non. Alors l'ami de Ashizoka lui dit qu'il était un serviteur obéissant, ce qui le mit en colère. Puis elle lui dit que traiter avec un serviteur en valait la peine, et Suga pensa qu'elle le poussait à tout lui révéler. Il lui demanda d'arrêter, mais la fille libéra des abeilles venimeuses sur lui. Alors Suga sortit immédiatement un tueur d'abeilles et le lança sur elle. Il émergea de la fumée du tueur d'abeilles et les abeilles prirent feu, mourant et tombant au sol. Ensuite, les amis de Suga arrivèrent et l'un d'eux lui lança un casque pour éviter qu'il ne se blesse. Suga monta à moto avec son ami et ils partirent pendant que les abeilles les poursuivaient. Son ami lui demanda « Tu ne peux jamais rester loin des ennuis ?» Mais Suga leur dit qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire, mais ils refusèrent car ils étaient ses amis et qu'il ne devait pas tout garder pour lui. Ensuite, nous sommes retournés à l'hôpital. Caldester est passé du cabinet du médecin à la chambre de sa femme et lui a dit qu'il s'était fait gronder par le médecin parce qu'il ne venait pas la voir souvent, mais sa femme ne prêta aucune attention à ce qu'il disait et lui demanda de rentrer chez lui avant qu'il ne soit trop tard. Mais il la rassura et lui dit que tout se passait bien. Quand Caldester se dirigea vers la sortie, il trouva Suga qui l'attendait. Suga était en colère parce que l'employé ne lui avait parlé d'aucun patient nommé Kuroyawa, qui était le nom inscrit sur la carte que Caldester avait donnée à Suga lorsqu'il voulait le contacter. Ensuite, ils ont quitté l'hôpital et Caldester a expliqué à Suga que cette carte servait uniquement pour les appels téléphoniques. Alors Suga voulut absolument connaître le vrai nom de Caldester, mais comme il était suspect de dire qu'il rendait visite à un membre de sa famille à l'hôpital, Caldester demanda à Suga d'arrêter de se mêler des affaires des autres. Suga comprit qu'il était déjà trop tard. Il lui parla alors de l'utilisatrice d'abeilles et lui expliqua qu'il était allé dans son école grâce à son uniforme et qu'il avait été attaqué par son ami parce qu'elle savait qu'il posait des questions sur Ashizoka. Mais Caldester pensait que c'était un pseudonyme et qu'elle n'était pas inscrite dans les registres de l'école. Il nota alors l'information dont il avait tiré profit, à savoir son pseudonyme, et demanda à Suga si c'était bien une école privée locale, n'est-ce pas? Suga demanda alors à Caldester si ses partenaires savaient qu'il était impliqué avec l'utilisatrice d'abeilles. Caldester pensa que Suga s'inquiétait pour eux. Il lui expliqua alors qu'il n'y avait plus d'implication de leur part et que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'être voyants et d'attirer l'attention, puis les preuves tomberaient entre leurs mains. Cela surprit Suga de voir qu'il les utilisait comme appât. Mais Caldester voyait les bonnes personnes au bon endroit. Les amis de Suga eurent peur en voyant Caldester. Puis Suga refusa de jouer le rôle de Kotish et de porter un costume d'All-Might. Ensuite, Suga et ses amis se sont réunis pour réfléchir à ce qu'ils allaient faire ensemble. Les amis de Suga ont essayé de l'aider à rester à l'écart des ennuis, mais ils ont constaté que Caldester était plus coriace que la drogue que Suga prend. Puis Kotish est venu vers eux et a accueilli Suga ainsi que ses amis. Il a demandé